Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui spécial. C'était important pour moi, puis c'était intéressant pour moi. Il y a une loi qui a été passée, la loi 2, une loi Baillon, et je ne comprends pas. Puis il y a beaucoup de discussions par rapport à ça, puis je me suis dit que le plus intéressant, ce serait de recevoir 2 médecins et d'en parler avec eux. Fait que je vous propose, ceux qui nous écoutent, on va tout d'abord parler de la loi 2, et ensuite on va parler de leur métier, puis ensuite, sur Patreon, on va poser plein de questions sur la médecine, et on va... ils vont répondre à ça. Moi, je rappelle que j'ai un secondaire 4 pas fini. Fait que je ne vais pas répondre à des questions. Parce que, tu sais, Julien a plus d'éducation que moi. C'est pas mon rôle. Alors, commençons maintenant. J'ai devant moi Stéphane Proulx et Gabrielle Landry. Bonjour. 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 Stéphane, tu es psychiatre. Oui. Et Gabrielle, je comprends bien, tu es une médecin résidente Exact. spécialisée en psychiatrie. Et exactement. En train de faire ma spécialité pour être psychiatre, mais pas encore. Dans moins de 2 ans. Let's go! Ouais, Let's go, 2 ans. Ça s'en vient. Let's go, peut-être. Tu es déjà rendu. Moi, je suis vieux. OK, c'est génial. Comme ça, c'est quoi votre métier? Quel type de médecine vous pratiquez? Ben, moi, je fais de l'urgence psychiatrique depuis 2003. Donc, j'ai commencé 14 ans à peu près à Maisonneuve-Rosemont, où j'étais chef de l'urgence psychiatrique. Puis après ça, j'ai migré vers le centre-ville, à l'hôpital Notre-Dame, depuis 2017. Wow, pour avoir vécu là, ça brasse. Ça brasse, oui. Oui, ça brasse. Il y a l'allée du crack, là, fait que... Oui! Ouais. Beaucoup de misère, beaucoup de conso. Fait qu'on est là-dedans, on est au front. Wow! Mais une des meilleures équipes. J'espère. Ouais. Est-ce que ce serait au même hôpital? Non, moi, dans le fond, dans la formation, je change d'hôpitaux à chaque quelques mois. Là. Fait que j'ai fait mon tour à Notre-Dame. J'ai été un bon bout de ma résidence là. J'y retourne bientôt, d'ailleurs. Là. Fait que moi, j'aime beaucoup cet endroit-là, mais sinon, je change de milieu. Je fais le tour. Vite comme ça, peut-être qu'on va revenir un peu plus tard. C'est quoi une résidente en médecine? Dans le fond, c'est que tu es rendu médecin. Puis là, ça, c'est 5 ans. Puis là, après ça, tu fais ta spécialité pour être psychiatre. Ça, c'est un 5 ans de plus. Fait que ça, c'est la résidence. Fait que tu es dans les hôpitaux, tu traites le monde, tu vois le monde. Mais dans le fond, moi, je révise tout le temps avec un psychiatre là, chevronné là, qui m'épaule. Là. Fait que c'est un peu ça la job. Puis là, mettons, moi, je suis dans ma 4e année sur 5 en ce moment. Fait que voilà. Wow. Ça s'en vient. Grosse question. On va discuter. Est-ce que vous êtes capable de me résumer ou de m'expliquer c'est quoi la loi 2 qui a été... Oui, c'est quoi la loi 2? Qu'est-ce qui se passe? C'est une grosse question. Même le ministre n'est pas tout à fait capable d'y répondre. Moi, honnêtement, là, pour être très, très honnête, je ne me suis pas intéressé aux négociations. Pourquoi? Parce que j'étais occupé à travailler. Puis je me disais, je fais confiance aux fédérations, à ma fédération. Confiance, pas tellement au gouvernement, mais ça ne peut pas mal finir tant que là, je ne m'attendais pas à ça. Là. Fait que je me suis réveillé, je me suis réveillé en même temps qu'ils ont voté la loi parce que j'ai eu un coup de téléphone d'un collègue qui m'a dit « Hey, ça n'a pas de bon sens, il y a des mesures dans cette loi-là qui ont passé sous le bâillon puis qui vont changer ta pratique. » Fait que là, j'ai été invité à parler à TVA. Finalement, j'étais à Vancouver, j'étais à 3 heures de différence. Là, j'ai manqué le journaliste. Puis là, je me suis mis à m'intéresser aux articles de loi qui touchaient profondément ma pratique, là, dont le supplément de consultation,
qui est aboli, dont une réduction de salaire de toute façon sans atteindre les cibles, là, avec ou sans atteindre de cibles. Puis toute cette espèce d'appareillage de cibles ministérielles qu'on doit atteindre, sinon on est coupé. Puis en plus, cet appareillage de délation, de surveillance de médecins sur des médecins, sur des collègues. Donc, j'ai appris ça là, dans les dernières semaines en ayant l'œil sur la loi puis en entendant les fédérations nous en parler. Donc, je suis tombé sur le derrière. Là. Pour moi, c'est la loi 2, c'est en fait une loi qui a été votée sous le bâillon pour diminuer le salaire des médecins tout court. C'est écrit dans la loi. Elle est disponible, elle est ouverte. Voilà. Elle est disponible, elle est en ligne. Exact. Je veux dire, c'est écrit. Et je trouve que... En plus, on parle d'inflation, puis on parle à quel point le coût de la vie augmente, puis on décide de réduire vos salaires d'année en année. C'est ça. Ce qui est assez aberrant. Puis beaucoup, là, on parle de... C'est pas votre salaire, là, mais on parle de la rémunération des médecins de 3 milliards en 2024. En 2028, ça va être 2 milliards, 2 millions 81 de tout vos salaires. C'est ça. Moi, je pense qu'il y a une discussion à avoir avec la société et nous pour, dans le contexte actuel, tu sais, il y a 3 amigos qui ont fait sauter la banque, là. Je me ferai peut-être pas d'amis en disant ça, mais tu sais, les libéraux, là, Bolduc, Barrette et Couillard, 3 médecins, ils nous ont extrêmement avantagés. On ne s'est pas plaint de ça, là. Mais en même temps, il y a beaucoup de médecins qui veulent que le système public perdure dans le temps, qui se sont dit et qui se disent encore, est-ce que ce n'était pas trop? OK? Alors, un réajustement, moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je veux maintenir le système public, je veux maintenir l'accessibilité, je veux maintenir les soins, je veux les améliorer. Donc, oui, on peut avoir un dialogue sur un réajustement salarial, mais un coup de poing, un coup de 2 par 4 dans le front comme ça, non. Ça, c'est pas de la discussion. Qui me frappe que tu l'apprennes au téléphone, que ta vie change, puis que ta vie professionnelle change, c'est vraiment bizarre. Normalement, une négociation avec un employeur... Ouais, ça, c'est un peu de ma faute. Là. C'est compliqué, ces affaires-là. Je suis un peu paresseux dans ces affaires-là, puis je travaille. Est-ce que j'ai le temps de suivre tout ça? Je fais confiance à mes fédérations, puis tout d'un coup, bang, oui, un samedi, coup de téléphone. OK. Mais puis, tu sais, je veux juste dire, moi, je suis pas juriste là, dans la vie. Là. Fait que ma compréhension, c'est basé sur des gens, avocats que je connais, qui ont regardé ça, du monde médecin, des gens qui ont les 2 titres. La conclusion de tout ça, ce qui est dit dans les médias, c'est que c'est une loi pour revoir la rémunération des médecins, le mode de rémunération des médecins. On va mettre ça au clair. Ça ne revoit pas du tout le mode de rémunération des médecins. Il y a des actes que ça ne fait pas nécessairement de sens, la valeur. Parce qu'en fait, un médecin, là, moi, je suis médecin résidente, fait que ça ne fonctionne pas comme ça. On pourra y revenir, là, mais les médecins qui ont fini leur formation, leur résidence, sont payés à l'acte. C'est-à-dire que pour chaque affaire, il y a un montant qu'ils vont charger au gouvernement. Si tu ne travailles pas, tu n'es pas payé. Puis, il y a des actes, il y a des injustices entre les actes. Il y en a qui sont très bien payés alors qu'ils ne prennent pas de temps à faire. Peut-être que ça peut être revu à la baisse, alors que d'autres prennent énormément de temps à faire, puis sont quasiment pas payés. Il y a des incongruités entre des soins pour les hommes versus les femmes. Mettons un exemple assez concret. Dites-moi si je me trompe. Je vais me tromper souvent, corrigez-moi. Une radiologie, ça prend beaucoup moins de temps qu'un avortement. Puis c'est pas payé le même prix. Puis tu peux faire plus de radio dans une journée que d'avortement. Fait que c'est plus payé. Ouais. Puis tu peux considérer, tu aurais pu donner l'exemple de la psychiatrie aussi. Voir un patient en psychiatrie, c'est pas mal plus long que de voir un patient post-op en orthopédie ou de lire des radiographies. Donc, il y a eu un déséquilibre qui a été rattrapé dans les dernières années en ce qui nous concerne, la spécialité, parce que si tu remontes à quelques années, on était clairement les parents pauvres du paiement RAMQ. Là, il y a un réajustement, une meilleure compréhension des actes des psychiatres, de la durée puis de l'investissement des actes. Fait que là, on n'était pas pire là, dans les dernières années. Puis là, ben, on se fait tirer la couverte encore là, en dessous des pieds. Moi, ce que je dis dans les médias, c'est que le but du gouvernement, c'est qu'en 2027, tous les Québécois ont un médecin de famille. OK, mais vous devrez être contents, tous les Québécois ont un médecin de famille. Fait que pourquoi... Pour vrai, on aimerait ça arriver ici et faire hey, c'est ça la solution. Ça va être tout réglé, mais c'est pas le cas. Là. Cette loi-là, ça met vraiment la hache dans le système de santé publique, ça met la hache dans l'accès aux soins, puis je dirais même ça le met dans le cœur de tous les soignants, là, de toutes les professions qui travaillent en santé. Là.
C'est pas vrai que tout le monde va avoir un médecin de famille. Il y a 24 heures dans une journée. Les médecins sont déjà débordés. Les cibles sont inatteignables parce qu'il n'y a aucun réinvestissement de ressources actuellement qui se fait. Ça prend des professionnels, là. Ça prend de l'aide, là. Ça prend des équipes. Tu as raison, puis les cibles inatteignables, puis inconnues encore, Et inconnues. complètement floues. Là. Ouais, le ouais. ministère est même pas capable de faire le ménage dans ses bases de données. Hein? Dans les hôpitaux, on a combien de bases de données? C'est différent d'une région à l'autre. C'est un fourre-tout complet. Moi, quand ils me disent, OK, mettons, la cible, c'est que tu vois un patient en consultation à l'urgence en dedans de 2 heures. Je suis même pas sûr de comment ça va être calculé. Fait que comment je peux avoir confiance en une cible à atteindre si le moyen de la calculer, cette cible-là, est complètement chaotique. C'est quoi ça? Aussi, j'ai cru comprendre qu'un des objectifs, c'est que chaque consultation dure 15 minutes ou moins. J'invente ça ou c'est quoi ça? Non, On bien, a entendu aussi. ouais, effectivement. Mais c'est en fait, les gens ont fait des calculs de cibles selon ce qu'ils comprennent la loi, puis le temps qu'ils ont. Puis le calcul, ce serait en grosso modo que le gouvernement exigerait de voir des patients aux 10-15 minutes. Mais c'est pas vrai pour toutes les. Ben, c'est pas pour toutes les professions, les personnes qui se peuvent. Il n'y a pas de nuance dans cette loi-là. C'est un peu voici ce qu'on vous demande, peu importe vous êtes qui, vous faites quoi. C'est-tu pour un avortement, ça va être 10 minutes. C'est-tu pour prescrire un médicament d'hypertension, ça va être 10 minutes. C'est-tu pour une aide médicale à mourir, ça va être 10 minutes. Dans le sens qu'il n'y a aucune nuance là, dans cette loi-là. Là. Fait que c'est assez catastrophique, là, en fait. Là. Puis la fille du ministre Carman l'a bien expliqué. Est-ce qu'on a même la capacité dans certaines cliniques de voir autant de patients? Parce qu'est-ce qu'on est staffé pour voir autant de patients que le ministère voudrait qu'on voit? Il y a ça aussi. Là. En fait, c'est comme si ces cibles-là étaient des idéaux qu'on devrait atteindre, mais dans la réalité, c'est pas possible de les atteindre, puis on va être pénalisé parce qu'on les atteint pas. Donc, il y a une incompréhension là complète. Là. OK. Vous, ça serait quoi l'entente que vous voudriez avoir avec le gouvernement? Qu'est-ce que vous voudriez si c'était à réouvrir comme négociation? Tu sais, là, dans Macaroni tout garni, là. Je sais, j'ai participé. Ah ouais? J'ai un Comment ça? dans un épisode. Il y a un lien. Je suis dans un épisode. Je danse avec Marina Bastarache, semblerait. Je suis vraiment trop Je la vieux. connaissais pas à l'époque, là, mais oui. OK. Mais tu sais, au début, là, ils prennent un bout de papier, ils le chiffonnent, là, puis ils le garagent dans la poubelle. Là. Ben, on pourrait commencer par ça. Y a-t-il une approbation? Oui. On pourrait commencer par ça, mais l'important, en fait, c'est que le but, c'est de protéger notre système de santé publique puis de l'aider. Puis le projet de loi, il va juste nuire l'accès pour tout le monde. Fait que ce qu'on voudrait, ça serait que tout le monde puisse se rasseoir, qu'on implique les patients, là, les patients qui n'ont jamais été impliqués dans cette loi-là, les organismes de protection des droits des patients, les autres professionnels, qu'on s'assoie tous ensemble et qu'on regarde qu'est-ce qu'on fait. Grande question. Pourquoi là? Comment ça, soudainement, on se réveille et il y a une loi qui est imposée et là, on change tout? Parce que normalement, c'est quand il y a une nouvelle convention collective, mais vous, je comprends bien, vous n'avez pas vraiment de convention collective, vous êtes spéciaux. Oui, mais il y a des ententes qu'il faut qu'ils soient signées à différents jalons. Là. En fait, il y a des durées de ces ententes-là, puis ils doivent être renégociées. D'ailleurs, là, ils nous l'imposent. Je pense qu'on était sans entente, là, puis ils nous l'imposent jusqu'en 2028. Pourquoi? Tu sais, c'est de réforme en réforme, la santé. Tu as un nouveau ministre, tu as une nouvelle réforme, tu as un nouveau gouvernement, tu as une nouvelle vision une nouvelle façon de voir les choses. On se promène depuis des années. Moi, depuis 2003, là, j'ai passé plusieurs ministres de la Santé, puis on a subi plusieurs réformes. Puis c'est toujours du patchwork. Tu sais, le papier, tu le chiffonnes, tu le pitches aux poubelles. OK, mais après ça, il ne faut pas penser qu'il y a un remède pour le système au complet. C'est pas une chaîne de montage de la santé. Il y a différents engrenages, c'est hétérogène, puis les solutions, ils ne peuvent pas être décidées d'en haut et applicables partout. C'est pas possible. Donc, moi, déjà, je changerais ça, là. Mais tu sais, on n'a pas la réponse. Là. J'aimerais ça l'avoir, la réponse à un médecin de famille pour tout le monde. Oui, OK, un accès en première ligne. Oui, OK, désengorger les urgences par d'autres alternatives. Oui, OK. Commencer à travailler la prévention aussi, là. Ça serait peut-être mieux que de toujours agir sur la maladie immédiatement. Donc, il y a plein de trucs à faire. Puis oui, comme tu disais, impliquer non seulement les médecins, les fonctionnaires, mais aussi le public, les gens, les citoyens.
c'est un chantier énorme. Est-ce que c'est des Top Guns qui vont résoudre le problème avec une agence comme Santé Québec qui est un peu tassée de la politique, puis qui est peut-être un peu à l'abri des changements d'humeur des ministres, puis des différents gouvernements? Peut-être, mais c'est certainement pas en imposant des choses. Pour répondre à ta question, moi, je pense plus précisément, je pense que ça fait longtemps que François Legault, puis il l'a dit d'ailleurs, veut tenir tête aux médecins, puis il veut couper le salaire des médecins parce qu'il juge que ça coûte trop cher, que l'enveloppe est trop grosse. Puis là, ben, cette fois-ci, il s'est dit, dans un déclin de popularité, si au moins je vais faire ça, tu sais. Au moins je vais faire ça. C'est mon leg. Mm. Wow! C'est... Wow! Une question très, très globale. Est-ce que vous aimez le système de santé au Québec? Et moi, j'ai encore un peu de naïveté, là, je pense, du système là, que j'essaie d'entretenir. Là. J'aime le système qui se veut universel de santé, qui l'est de moins en moins. Comment ça? Concrètement, je veux dire, il y a investissement massif au privé. Là. À chaque mois, on nous parle d'investir dans le privé pour compenser le public, alors que c'est très bien prouvé, documenté à maintes et maintes reprises. Dès que tu mets $1 dans le privé, tu allonges les listes dans le public. C'est faux de dire que ça aide le public. Ça, c'est clair, net et précis. Mais reste que c'est rassurant quand même, j'ai l'impression, pour le monde, je le comprends, de se dire, le gouvernement, il fait quelque chose. Il met de l'argent dans le privé, ça va nous aider. Fait que ça serait un des éléments, j'ai l'impression. J'ai perdu la question que tu as. T'aimes-tu le système de santé? J'étais trop perdue dans les problèmes. Fait que j'aime le monde qui travaille. Je trouve que les gens qui sont formés ici sont créatifs, sont capables de voir ce qui se passe sur le terrain, d'avoir des idées de quoi faire pour aider le monde. Ça, j'aime ça. Dans le concret, c'est de plus en plus compliqué tellement qu'il y a de couches administratives puis gestionnaires. Fait que il y a beaucoup de trucs que j'aime de notre système, puis en même temps, là, on est comme dans un virage où on n'en prend plus soin, là. Fait que ma réponse est mitigée. Ouais, moi, j'aime le système de santé publique. Je vais me battre pour ça toute ma vie. Je ne pratiquerai jamais dans le privé. C'est une décision sociale qu'on a prise au Canada et au Québec de ne pas monnayer la santé des gens. Je ne voudrais pas vivre aux États-Unis avec un système d'assurance. J'y tiens comme la prunelle de mes yeux, puis je veux que mes enfants continuent à vivre dans un système de santé publique, très certainement. Sauf que je ne fais pas confiance à un gouvernement de comptables. Puis je ne fais pas confiance. Ça fait depuis 2003 qu'on a des gouvernements de comptables qui ont très peu de vision sociale et qui sont à coquiner. Là, je me ferai encore peut-être pas d'amis, mais sont à coquiner avec l'argent, avec tout ce qui pourrait être des entorses au système public, les mini-hôpitaux privés, puis tatati. Puis comme tu dis, les études le prouvent, là, les systèmes privés coûtent plus cher que les systèmes publics. Puis il y a tellement de désinformation. Le système public, c'est supposé être de la marde. T'sais. Puis nous autres, au privé, on est bien plus efficaces. Ah ouais? Nordvolt, genre? Ou toutes sortes de mauvaises décisions qui viennent du privé. Comme si le privé faisait jamais des mauvaises décisions, puis que le public... moi, je vais au Tim Hortons, puis je veux ça pour toutes mes entreprises. Partout. J'ai toujours... Quand je mange un Tim matin, j'ai tout le temps un Tim matin, puis ça se passe tout le temps bien. Ben oui. Le privé est exceptionnel. Mais si on n'allume pas là-dessus au Québec, puis je pense qu'on est un peu en retard, comme tu disais, là, on est un peu à la traîne, il va continuer de gruger ce système-là, puis il va encore moins bien fonctionner. Et puis ça me fait très peur, puis je veux pas ça. Selon vous, qu'est-ce que les médecins peuvent faire pour améliorer le système de santé? Moi, il y a une critique quand même que j'ai des médecins depuis longtemps, là. Je trouve que dans le quotidien, on défend nos patients de façon très, très, très générale. Et la plupart des médecins, là, on a déjà des pressions gestionnaires de « je veux que tu kick-out ce patient-là de l'hospitalisation. Il n'y a pas de maison, on s'en fout. Il faut que ça roule, il faut qu'on ait des bonnes stats. » Des bonnes stats, c'est quoi ça? Les gestionnaires, moi, je ne suis pas gestionnaire d'hôpitaux, je m'enligne dans le cas compliqué, là, mais les gestionnaires d'hôpitaux doivent déjà quand même répondre à certains critères de performance du gouvernement, là. Fait que déjà là, il y a une pression sur les soignants de faire rouler le monde, que le monde rentre dans l'hôpital, mais s'il rentre, il faut qu'il parte vite, par exemple.
Fait que... Ouais. Avant la loi 2, là. Oui. Je- Moi, je- c'est en psychiatrie, je veux dire, c'est... DMS, durée moyenne de séjour. Ouais. Ah, ça, c'est un terme qui Ouais. malheureusement, Mais on vous impose puis qui est Ben, important. ça fait 20 ans que j'en entends parler. Puis c'est problématique parce que la durée moyenne de séjour à l'urgence doit être la plus courte possible pour qu'on puisse faire décoller le patient de l'urgence. Si on a à l'hospitaliser, le mettre dans un lit d'hospice. Puis il faut que ça se règle vite à l'hospice parce que ça pousse en arrière. Donc, oui, c'est des impératifs administratifs qu'on doit respecter. Puis ça irait bien si le système était fluide, si la première ligne, deuxième ligne, ça marchait, si les hébergements pour les patients, si la réadapte pour les patients, si les placements pour les patients en CHSLD, etc., si ça marchait bien, puis il y avait des places, on pourrait libérer les places d'hôpitaux. Mais là, ça se bourre à l'urgence, ça sort plus de l'interne, puis on est dans un chaos total, puis on se fait parler de chiffres, puis d'impératifs de performance, puis de durée moyenne de séjour le plus court possible, comme Gabriel dit. On avait inventé un terme... Je trouve ça cool, de on a la même dureté. réalité, sauf que moi, tu sais, je fais des jokes, là, mais vous, c'est sérieux, là, c'est la santé du monde. Excusez-moi. il faut qu'on n'a pas le choix de rire un peu pareil pour passer à Non, travers. mais dans la là, vie, moi, ouais. j'ai des statistiques, puis je comprends, là, mais vous, Ouais. c'est un peu... Il y avait une gang de psychiatres que j'aime beaucoup. Lorsque psychiatrie critique, ça s'appelle un petit regroupement un peu underground qu'on veut un peu réformer le système. Là. Ils appelaient ça la dureté moyenne de séjour, là, dans le sens que ça déshumanise cette statistique-là. Là. Fait que c'est très Oui. central Je dans veux le dire, quotidien. Encore là, je sais pas de quoi je parle, mais il y a beaucoup de gens dans les hôpitaux psychiatriques, c'est peut-être mieux qu'ils soient à l'hôpital psychiatrique dans le métro ou dans la rue ou de retourner dans leur tente. Mais bien sûr, oui. Ça, c'est un problème large encore que tu touches avec la question que tu poses. Il y a les hôpitaux psychiatriques à Montréal, il y en a deux. Hein. Il y a les deux instituts, l'Institut de santé mentale de l'Université de Montréal, puis l'Institut du côté du réseau McGill. À part ça, les départements de psychiatrie sont dans des hôpitaux généraux. À Québec, il y a l'Institut en santé mentale de Québec, mais après ça, il y a des hôpitaux généraux qui ont des départements de psychiatrie. Avec la désinstitutionnalisation dans les années 60, on s'est dit, ben ça n'a pas d'allure, les asiles. Puis c'est vrai que ça n'avait pas d'allure aussi. Là. Bon, je ne m'attarderai pas là-dessus, c'est compliqué, mais tu sais, c'était mal géré. Puis il y avait un médecin directeur général pour une masse de patients, puis les sœurs qui faisaient rouler les... Alice Robbie, bâtisses. c'est une vraie affaire. Là. Alice Ouais. Robbie, C'est c'est ça. une dame Ouais. qui aimait C'est ça. chanter, puis Donc, bon, on- expliquer que non. On a réformé ça, on a désinstitutionnalisé, on s'est dit, on va sortir les patients des asiles, puis on va les réadapter dans la vie, dans la communauté. Est-ce que les ressources ont suivi? Force est de constater que non, actuellement. On est d'ailleurs à Notre-Dame, j'appelle ça l'hôpital Notre-Dame. C'est une petite- Ah, c'est des jokes de psychiatre. correct. Non, jokes de psychiatre. À l'hôpital Notre-Dame, tu sais, on a des lits au permis là, à l'unité interne, mais il y a la moitié de ces lits-là, à peu près, 50 qui sont bloqués par des patients en attente de relocalisation et des patients qui ont des statuts légaux, qui ont des verdicts de non criminellement responsables, puis dont on attend là, la commission d'examen. Alors, on a à peu près 50 des lits qui tournent. OK? On n'a pas de place. On n'a pas de place à hospitaliser. Donc, oui, ça déborde à l'extérieur des hôpitaux. Oui, ça déborde dans la rue. Puis là, il y a un autre facteur aussi sociétal qui est important, c'est la pauvreté socio-économique du centre-ville, des centres-villes, puis même des centres-villes non seulement de Montréal puis Québec, mais des centres-villes en région aussi. Et l'abomination de la disponibilité de la drogue. Les amphétamines, la crystal meth nous tue notre clientèle là, actuellement. C'est pas mal de parler. Là. Alors, je mange pas mes mots, là. Wow! C'est clair. C'est une épidémie. Et à tous les jours, puis Gabriel peut en Ouais. témoigner quand tu étais en stage chez nous, plusieurs fois par jour, on est appelé pour des intoxications au cristal meth, aux méthamphétamines, aux amphétamines. Tu sais, le cocktail Notre-Dame, là, tu fais un dépistage de drogue urinaire, tu trouves cocaïne, amphétamine, cannabis. Puis là, tu as un patient qui est complètement déshumanisé, qui a un sac sur la tête anti-crachat, qui a essayé de mordre avant qu'il ait le sac un préposé, puis qui donne un coup de poing à un médecin, là. Puis c'est un patient qui est dans la rue, en détresse socio-économique, puis
pris par la dope. Fait que, Qui se refait retraumatiser par ce système-là. ah ouais. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, le problème est tellement vaste. C'est pas juste les asiles qui régleraient ça. Si on ouvrait des places puis on mettrait les jeunes, je pense pas que c'est la bonne solution. Mais des fois, on serait tenté de dire, ben oui, on devrait les prendre puis les mettre dans un hôpital. Puis on a ça comme pression. Les polices nous disent ça, puis ils sont sa ligne de feu, eux autres aussi. T'sais, gardez-les, vos patients. Sortez-les de la rue. Mais c'est un problème social qui me dépasse, moi, qui dépasse une résidente en psychiatrie, qui te dépasse aussi, qui devrait faire l'objet d'une discussion. Quand est-ce que j'entends des discussions sensées autour de ça? J'en entends pas beaucoup. Il y a un truc, je veux revenir. Je parlais de ma critique des médecins. Là. Ce que je disais, c'est dans le quotidien, on défend nos patients. Là, on les entend ces temps-ci, là, mais on entend peu, pas assez, les médecins défendre les communautés, je trouve, dans les médias dans les dernières années. C'est-à-dire que la santé, là, ça passe pas juste par être à l'hôpital, ça passe par la prévention, le logement, le transport en commun, l'environnement, avoir des beaux arbres, avoir des milieux qui sont le fun, qui sont beaux, des espaces communs pour jaser, la façon que les hôpitaux sont fabriqués, sont faits qu'il n'y a aucun espace commun pour socialiser, dans le sens que j'ai l'impression qu'il faut qu'on ait des équipes de gens qui s'y connaissent plus que nous autres pour adresser tous ces aspects-là, là. C'est un travail colossal, mais il faut vraiment qu'on arrête d'être en silo tout le temps. Là. Oui. C'est juste du travail en silo, même à l'hôpital. Là. Tu réponds bien à la question. Ce qu'il faudrait... Qu'est-ce que les médecins pourraient faire pour améliorer le système? Ben, c'est d'être plus impliqués à tout point de vue pour parler de notre réalité, pour parler de la réalité des patients, pour essayer de trouver des solutions avec d'autres acteurs de la société civile, d'être moins dans notre coin, d'être moins dans nos silos, effectivement, puis prendre un peu plus la parole. Je pense qu'on a un rôle social, puis on a un rôle politique aussi. Pas nécessairement dans la politique partisane, mais dans l'éveil de nos réalités pour qu'on puisse... Politique, c'est pas juste élis-moi, let's go, exactement. Baisser les taxes. Là. Exactement. C'est très concret. Là. Puis moi, je trouve ça... C'est un social qui aide des itinérants à faire de la politique à tous les jours. Là. Voilà. Et je trouve ça très encourageant. Moi, ça fait plus de 20 ans que je pratique. Là, je trouve ça encourageant que des résidentes comme Gabrielle, puis d'autres résidents-résidentes, justement, se posent des questions sur la critique de la psychiatrie, et s'en pose souvent, dont une fois chaque année dans ce congrès-là, pour qu'on soit capable de réfléchir à prendre un rôle social, puis à parler, puis à dire, puis à dialoguer avec la société civile pour être capable de trouver des solutions. Puis à créer des espaces aussi pour que les gens, les usagers du système, ils peuvent s'exprimer. Là. Souvent, leurs voix sont étouffées à eux autres. Là. Quand il y a eu avec mon Dieu, Barrette, là, c'est ça, toute la grosse fusion des hôpitaux, il y a eu destruction de beaucoup de groupes. Ouais, je t'arrête maintenant, mais c'est quoi ça, la réforme Barrette? Je lis souvent la réforme Barrette, j'entends à la radio la réforme Barrette. C'est quoi la réforme Barrette? Qu'est-ce qui a changé? Puis plus vécu que moi. Là. Ça, c'est encore compliqué, mais tu sais, on a du temps? Il y a eu, en fait, il y a eu une volonté à ce moment-là de centraliser et de donner plus de pouvoir au ministère puis au ministre de la Santé. Il y a eu fusion d'hôpitaux puis réorganisation en CIUS puis en CIS. Donc, moi, par exemple, quand j'étais à Maisonneuve-Rosemont, le département de psychiatrie a été fusionné avec celui de l'Institut, donc anciennement Louis H. Lafontaine. Donc, la psychiatrie à Maisonneuve-Rosemont puis tout l'historique qu'on avait, ça s'est fondu au département de psychiatrie dans cette espèce de désir de faire des grosses structures plus centralisées, puis avec des PDG d'hôpitaux qui répondaient directement au ministre. Est-ce qu'il y a eu juste du négatif? Je pense pas. Est-ce qu'il y a eu le positif escompté? Je pense pas non plus. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été déçus justement de ces fusions-là, qui ont perdu leur identité là-dedans, puis qui ont perdu la proximité décisionnelle. Ça, je l'ai entendu souvent dans mon cheminement. Puis après ça, on vient qu'à l'oublier, la réforme Barrette, puis on travaille comme ça actuellement, puis on fait avec jusqu'à temps qu'il y ait une autre réforme qui nous arrive. T'sais. Est-ce qu'il y a un juste milieu entre cette centralisation
de pouvoir vers le ministre, puis une décentralisation qui ferait confiance au milieu, aux différences de gestion, peut-être. Est-ce qu'on est arrivé à ça? Je pense pas. Parlons des hôpitaux psychiatriques, parce que c'est, je pense, un sujet. Moi, c'est un sujet qui me fascine. Ma première question, c'est quoi une journée typique? Ça commence à quelle heure? Qu'est-ce que vous faites dans votre journée? C'est quoi? Ben, c'est extrêmement variable. Là. On peut être autant plus en clinique externe, fait que les gens viennent des rendez-vous, qui est à l'urgence, qui est à l'hospitalisation, que faire un peu tout ça en même temps. Des fois, on est demandé aux étages médicaux, là, un patient qui est en cardiologie, que sa schizophrénie, ça va pas bien, ben on est demandé pour ça aussi. Fait que c'est variable. L'urgence psychiatrique, je pense que c'est... Ça, j'ai appris en te parlant que ça existait. Ouais. Je savais pas que ça existait une urgence psychiatrique. Et wow! C'est très variable. Là. Je pense que tu peux pas savoir trop ce qui va se passer dans la journée. Là. C'est sûr que là, Stéphane, il s'y connaît depuis plus d'années que moi, là, mais grosso modo, tu arrives le matin, on va dire autour de 8, là, puis tu regardes qu'est-ce qui se passe à l'urgence depuis hier, combien de personnes sont arrivées, qu'est-ce qui arrive, puis Mais ce qu'on voit, en gros, c'est de la détresse, des tentatives de suicide, des psychoses, C'est quoi une psychose? Bonne question. Les gens... Excusez-moi, là, j'ai peut-être Non, un peu... non, Osé de c'est savoir bon. comment. Ben oui, non, mais... Bonne question. Ben, je pense que c'est ça que la loi 2 va faire, là, en tout cas. Mais en gros, c'est comme si on est comme déconnecté de la réalité, là. Fait que ça peut se manifester de plein de façons différentes, là. Ça peut être qu'on sent que le monde autour, il fait pas de sens, que nous, on est comme à l'extérieur de ça. On peut avoir genre des délires que comme la mafia est contre nous, puis qu'on n'est pas capable de, même avec la logique, de rassurer la personne. C'est vraiment la personne le vit. Fait que c'est un peu ça la psychose. Il y a d'autres critères de psychose. Là, Oui, mais on pourrait rentrer dans les critères mais spécifiques, grosso mais modo. c'est ça. C'est une perte de contact avec la C'est réalité. Wow. Avec des organisations du discours, des organisations du comportement, parfois des troubles perceptuels comme des hallucinations auditives surtout, dues à une maladie primaire psychiatrique comme la schizophrénie, par exemple, ou dues à une intoxication et aux effets induits là, d'une drogue qui peut stimuler la dopamine assez fort. Ou un stress important. Oui. Donc, voilà. Mais c'est une vraie affaire qu'il y a est-ce que ça, oui, il y a un problème de consommation de drogue en ce moment? Non! Ben non, tu sais, je te l'ai dit tantôt, il n'y a pas de problème. OK, mais c'est un vrai... Est-ce que elle est disponible? Elle est-tu pire ou c'est la Regarde, disponibilité? Si la loi 2 coupait toutes mes consultations dans les dire cas la de drogue. consommation de drogue, je ne ferais plus d'argent. Je deviendrais poète. OK, mais c'est... oui. Wow! Puis oui, il y en a énormément, puis la qualité est atroce aussi. Fait que les gens, ils savent pas. Là, ils jouent à roulette russe à chaque fois. Là. Fait que à Montréal, il y a un temps, toutes les speeds, c'était rendu du cristal. Là. Je pense encore ça. Le cristal meth est en épidémie. Oui, non, c'est ça. Fait que oui, il y a un gros enjeu, puis c'est que le monde ne va pas bien, le monde sont dans la rue, ils veulent survivre. Et ils craignent pour leur sécurité avec raison. La nuit, c'est peurant, tout seul à Montréal, comme exemple, ou n'importe où. Là. Fait que le monde veut être réveillé. Fait que ça embarque dans une grosse loupe de conso. Là. Oh, j'avais pas pensé à ça. Ouais, Mais oui, que c'est ouais. quasiment... C'est horrible ce que je vais... Ma conclusion, puis ça, il y a bien des gens qui ont ça. C'est je peux pas m'endormir. Ou si la rue, c'est dangereux. Si c'est la rue, il y a les policiers, il y a d'autres gens dans la rue, je les connais pas. Si je suis sur Crystal Meth, je vais être réveillé. Ben ouais. Puis je vais pouvoir plus survivre. Puis là, c'est Il y a personne qui va être accro à ça. Là. Les gens, ils veulent s'aider. Là. Fait que ça peut être... t'as un gros TDAH, tu vas décider de prendre la coke. Au contraire, t'es super stressé. Là, tu vas t'apaiser avec de quoi d'autre. Tu vas pogner des dilodites, je sais pas quoi, puis ça va dévier sur d'autres affaires. Là. Fait que le monde, au début, ils veulent s'aider. Puis là, un moment donné, ça vire, que ça va pas bien, ils sont dans le trouble avec ça, puis ils sont pris avec ça. Puis après ça, on les marginalise, là, on les met de côté parce qu'ils consomment, puis là, on est comme là-dedans. On essaie de briser ça, mais on est limité dans ce qu'on peut faire. Là. Ce que je comprends mieux, c'est que vous avez beaucoup les poquets de la vie dans vos hôpitaux, mais est-ce qu'il y a des... Je sais pas comment... C'est pas le bon terme, mais est-ce qu'il y a des gens de classe moyenne qui ont de l'extérieur une vie plutôt ordinaire, qui se retrouvent dans vos hôpitaux? Ben oui. Ben oui. Tu sais, l'urgence psychiatrique, comme Gabriel disait, tu as toutes sortes de crises, mais nous, on dessert le centre-sud, puis dans nos secteurs, dans notre secteur de population, on retrouve aussi des gens qui vivent près du parc La Fontaine. Là. Donc, on a le bas, rue Ontario et autres.
puis on a le haut aussi. Donc, à l'urgence, là, on peut avoir une dame à la limite d'Outremont, là, qui est en dépression. Donc, il y a des symptômes dépressifs, puis dont la famille est super inquiète, puis l'amène à l'hôpital. À côté de ça, tu peux avoir un pauvre jeune de 25-26 ans qui est itinérant depuis 2 ans, puis qui prend du cristal meth, puis qui est en psychose. Donc, tout se côtoie, là. Wow. Puis les médecins aussi, d'ailleurs. C'est ça. Les médecins, dans le sens qu'on les voit peut-être moins à l'urgence, mais il y a beaucoup d'enjeux de santé mentale chez les médecins. On n'est pas les meilleurs pour prendre soin de nous autres, là. Ah, comment ça? Non, mais c'est très stigmatisé encore, là, la santé chez les médecins. Là. Bon, ben, mon ami urgentologue, il parlait chez le médecin depuis 7 ans. Ah, ben, c'est ça. Ça me fait mourir de rire. Il me disait, moi, j'ai dit, tu devrais en connaître des gars de ce médecin. C'est toi, il n'y a pas de médecin. Ça m'a fait mourir de rire, bref. Mais on n'est pas bon, là. On n'est pas bon. Puis je veux dire, là, j'ai pas les données en tête, là, mais les taux de suicide, c'est comme le double. Tu sais, la détresse au quotidien. Les gens, ils se poussent à bout, là, avant d'y aller, là, chercher de l'aide, là. Fait que, Oui, parce qu'un chiffre, c'est combien de temps? Un chiffre de nuit, là? Oh, les chiffres de nuit, nous autres, en fait, notre travail ne se sépare pas tout à fait comme ça. À l'urgence, effectivement, moi, je rentre à 8 heures. Après ça, j'ai ma réunion d'équipe, puis après ça, on voit les consultations, puis on voit tous les cas qu'on a gardés en observation, qui sont en attente d'hospice, que je gère aussi. Donc, on est 2 psychiatres à l'urgence pour tout gérer ça. Pardonne-moi. Oui, bien, nous autres, on a un gros débit à notre drame, tu sais. 2? Oui, On est 3, je sais pas. Il y a plus de monde au podcast que... 12 % des consultations de l'urgence générale, c'est nous, en psychiatrie. Donc, tu sais, il y a à peu près... Les derniers chiffres que j'ai vus, c'est peut-être à l'urgence, là, il y a à peu près 30 000 par année, 30-35 000 par année de patients qui viennent en volumétrie. Là. Puis là-dessus, on a 12 % des consultes. Donc, tu sais, on a à peu près, je dirais, l'année passée, on a eu 4 000 consultes en psychiatrie pour l'urgence. Fait que ça fait beaucoup de monde. Puis comme c'est pas juste one shot, tu vois le patient, il s'en va chez eux. Des fois, on le garde. Des fois, il faut l'observer. Il faut faire des hospitalisations brèves. Donc, on gère tout ça. Fait qu'on est 2 psychiatres plus une armada de résidents puis d'externes. Mais ça inclut l'enseignement aussi. Là. Ça inclut l'enseignement aussi. Ça. Puis, tu sais, je finis... comme là, j'ai oublié d'aller pisser. Fait que j'en ai profité au début pour y aller parce que c'était jaune pas mal, mon affaire. J'ai eu une journée un peu occupée aujourd'hui. Mais tu sais, je peux sortir de l'hôpital. Les meilleures journées, je sors, mettons, je fais un 8 à 4, 4,5. Ça, c'est extraordinaire. Sinon, la plupart du temps, je vais sortir à 5h30, 6h. Des fois, 6h30 quand je suis vraiment débordé. Puis quand on a des gardes, ben on a des gardes, on prend les consultations de 4 heures jusqu'à 6 heures. Dernière consulte à 6 heures, donc on peut finir 7 heures, 8 heures, 9 heures. Puis la fin de semaine, on rentre à 8, puis on fait à peu près 12 heures. Donc ça ressemble à ça. Puis les à heures, ça varie des hôpitaux. ça change d'hôpitaux en hôpitaux, là, comment c'est organisé. C'est immense. Ben oui, mais c'est ça. Wow. C'est sûr. Ce que je veux, pas des chiffres de 12 heures. On a ça serait choisi génial. ça. Oui, grande question. Je saute là-dessus. Pourquoi tu es devenu médecin? Ouais. Moi, j'avais un idole quand j'étais jeune, un arrière-cousin américain qui était venu faire sa résidence à McGill. Puis j'étais au secondaire dans ce temps-là. Il s'appelle Paul. Il est encore vivant. Il est Ça, Paul. orthopédiste. Il me regarde pas. Il travaille. Il a pris sa retraite. Là, c'est un orthopédiste américain. Il est retourné aux États-Unis travailler. Puis moi, c'était mon idole, ce gars-là. Posé. J'avais toujours l'impression qu'il était au-dessus de tout, tu sais, puis humble aussi, tu sais, donc il représentait quelque chose comme une image que je voulais atteindre. Puis à partir du moment où je l'ai rencontré au secondaire, j'ai eu dans l'idée de rentrer en médecine un jour. J'ai été refusé 3 fois, donc j'ai fait une année de sciences politiques, histoire, un bac en ergothérapie, puis à la fin du bac, je suis rentré en médecine, puis j'ai toujours persévéré, envoyé des demandes, puis à un moment donné, j'ai fini mon bac, puis je me suis dit, OK, à la fin du bac, je verrai. Puis ça a été le plus beau jour de ma vie, sérieux, quand j'ai reçu le téléphone que j'étais accepté parce que j'étais sur la liste d'attente. Donc, je suis rentré, il y avait une journée d'école de commencer. La secrétaire m'appelle. Tu viens-t'en, on t'attend au pavillon principal de l'Université de Montréal. C'est ça. Puis là, ma fille, tu vois, vient de rentrer. Puis j'ai revécu ça. Puis je suis tellement content.
En même temps, je sais que c'est difficile. C'est un parcours du combattant aussi. Il faut que tu sois discipliné, il faut que tu travailles fort. Mais moi, tu sais, je suis tellement content d'être dans cette position-là encore, de me former toujours, parce qu'on se forme constamment, la formation médicale continue, d'avoir une expertise que je juge valable pour être capable de faire la différence dans la vie de certaines personnes. C'est capoté, là. C'est pour ça, en fait, que je me lève le matin. Pas pour voler le contribuable, ni pour faire de l'argent, tu sais. C'est pour ça. Ouais. Ouais, moi, au début, c'est la colère là, qui me... Wow, OK. Parce que ça m'a tout le temps fâchée de voir des gens qu'on ignorait ou des espèces de laissés pour compte, puis des gens qu'on marginalise, puis d'où que je viens, je l'aimerais pas, la ville, là, je l'aime bien, mais tu sais, en gros, dès qu'il y avait, mettons, le monsieur là, dans le village là, qui parle tout seul, là, mais tu sais, moi, enfant, je comprenais pas trop, mais j'entendais tout le temps les gens qui barraient leur porte, là, tu sais, en passant à côté, puis je me rappelle juste que ça me fâchait ou j'étais pas bien, là. Je comprenais pas pourquoi, là. Puis en rétrospective, c'est juste que j'étais impuissante de cette affaire-là, mais je comprenais pas. Puis là, au fil du temps, j'ai comme réalisé que la psy avait le potentiel de peut-être essayer de faire le pont entre ce monde-là, puis, mettons, le reste de la population, entre la science puis eux, entre les milieux de soins puis eux. En tout cas, j'ai comme vu peut-être une opportunité d'essayer de donner la voix à ces gens-là, bien humblement, là. Puis finalement, ça s'est un peu métamorphosé. C'est resté cette affaire-là, mais... l'autre aspect, je dirais, qui m'a alignée vers la psychiatrie, c'est que j'adore apprendre de ces gens-là, des gens qu'on rencontre en psy. C'est du monde qui ont comme un savoir, le mot, ça serait le savoir expérientiel, là, mais ils ont un savoir de parce toutes les affaires qu'ils ont vécues, puis qui sont encore là, puis qui sont devant nous, puis c'est impressionnant d'être en leur présence, puis c'est impressionnant d'apprendre d'eux autres. Puis moi, je trouve que ça me garde groundée. Fait que il y a bien des raisons, là, mais c'est ce lien-là humain très sincère que j'apprécie la psy. Puis moi, la médecine, c'était pour la psy spécifiquement. Là, fait que c'était là que c'est pour ça. Wow. Ouais. Les médecins, souvent, soit on critique, ou soit on jalouse, ou soit on méprise votre salaire et votre rôle dans la société. Tu sais, quand je dis que quelqu'un est médecin, c'est valorisé. S'il vous plaît, expliquez-nous qu'est-ce que ça prend de devenir médecin? Juste aux études. On commence par les études. Ça prend quoi de devenir médecin? Pour devenir médecin, ça part comment? Ça prend combien de temps? Mettons les étapes bien formelles. Là, au cégep, tu essaies de rusher bien gros, d'avoir ta cotère. Là, puis là, il faut que tu te démarques. Là. Mes amis m'ont dit que ça commence au secondaire. Devenir médecin, oui. c'est à 12-13 ans qu'il faut que tu allumes. Ouais, oui, Ouais. Là, mais... Tu as des bonnes notes au secondaire. Ouais. Tu rentres en sciences nat. Faut que tu ailles les maths. Ouais, c'est vrai, effectivement. Oui. Puis au cégep, si tu as des parties, c'est correct, là, mais il faut que tu choisisses tes camps, là, parce qu'il faut que tu t'organises d'étudier quand même. Là. Moi, j'ai trop fait, c'est pour ça que je peux rentrer. Pas beaucoup de médecins qui font de l'impro. Hein. C'est plus rare. C'est plus rare. Mais on aimerait ça, Vous êtes en plus. C'est ça l'affaire. Ouais, c'est ça. Ah, je connais les gens qui font de l'impro. Il n'y avait pas beaucoup de médecins. Il n'y avait pas... Ouais, non, c'était pas... Non. Ouais. Fait que déjà, ça fait que ça commence au cégep. Ouais. Puis là, après ça, t'appliques à l'université en médecine. Là. Moi, c'était l'Université de Montréal. Fait que toi, t'appliques dans l'année préparatoire à la médecine qu'ils appellent, là, mais c'est la même affaire. Là. Puis là, tu t'embarques dans un programme de 4 à 5 ans selon c'est quoi l'université. Attends, il faut que tu aies une cotère plancher de 33 à peu près. C'est plus. Cette année, c'était 33. Ah, OK. Bon. 33,4. Après ça, tu passes le Casper, qui est un test d'aptitude là, fait aux États-Unis là, que l'université achète. Puis bon, j'ai des critiques, là, mais je vais me taire. Je l'ai pas fait, moi. Ça, ouais. Après ça, si tu as un bon résultat au Casper, tu as les mini-entrevues, c'est 10 stations, là, puis là, ils font des vignettes cliniques ou des vignettes cliniques qui ne sont pas nécessairement médicales parce que les gens ne sont pas en médecine, là, mais sur toutes sortes de sujets, puis ils veulent susciter des réactions et tout. Puis après ça, si tu passes ça, ben là, tu peux être accepté en médecine dans les facultés québécoises. Ouais, mais vous n'êtes pas encore médecin. Parce que là, Non. Non. Là, c'est là que l'année préparatoire, puis je te laisse continuer. Oui, c'est ça. Fait que là, tu rentres dans le doctorat en médecine. Là, mettons, c'est 4 à 5 ans. L'Université de Montréal, c'est 1 an d'année préparatoire en médecine, 2 ans de théorie, là, qui appellent ça le préclinique. Puis après ça, c'est 2 ans d'externat. Puis là, tu es dans les hôpitaux, tu es en stage, mais tu n'es pas encore médecin. Fait que là, tu fais tout ça.
À la fin, bon, tu as ton examen canadien, puis après ça, il faut que tu décides tu t'en vas où. La médecine familiale étant une spécialité en soi, là, fait que tu t'en vas-tu en médecine familiale, tu t'en vas-tu en psychiatrie, en chirurgie, tu t'en vas dans quoi? Puis là, dans le fond, il faut que tu envoies tes évaluations des stages que tu as eus à l'externat, il faut que ça soit une lettre de recommandation, ton CV, compagnie. Tu appliques là-dedans, tu as des entrevues. Fait que tu as un gros processus, c'est un processus bien stressant, là, cette affaire-là. Là. Rentrer en psy, se faire analyser par une trentaine de psychiatres, résidents psychiatres, là, c'est quand même... tu te dis, ça passe ou ça casse. Je me fais interner ou je rentre. C'est un ou l'autre, là. Mais, fait que, ouais, excuse-moi. Quand est-ce que vous devenez résident? Puis c'est quoi la résidence? Ouais. Pour ceux qui ne savent pas. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, un coup... Là, c'est le... On n'est l'étape pas en que je suis. résidence, Caroline. Non, c'est ça. Mais là, à un coup que tu es rentré en psychiatrie, là, t'as ta place, tu es médecin. Mais tu es médecin en train de faire ta résidence en psychiatrie. Là, fait que médecin résident en psychiatrie. Peut-être tu peux parler du LMCC. Là. Oui, ben l'examen, ça, c'est avant. Mais mettons que je recule, là, à la fin de ton doctorat en médecine, tu as un examen comme canadien. Vous glissez un doctorat en médecine. Comme ouais. Mais non, c'est ça. Tu as comme un examen qui touche à tout, là, de tous les sujets. Là, Vous êtes médecin. Oui, c'est ça. Les gens. Ouais. Parce que c'est autant de l'anesthésie, de la gynéco-obstétrique, de la psy, de la médecine familiale, de la neuro. Bon, ça y va dans tout, de bord de côté. Là. Fait que, puis là, après ça, quand tu appliques ton processus, tu rentres à ta résidence. Puis là... c'est quoi ça, la résidence? C'est ça. Résidence, c'est là que je suis. C'est 2 à, mettons, 5 ans, des fois plus. Là. La psychiatrie, c'est 5 ans. Ça, c'est que tu es médecin en train de te former pour être médecin spécialiste en quelque chose. Puis, ton quotidien, c'est d'être à l'hôpital, c'est de voir des patients, c'est de poser... Juste pour être sûr, Ouais. vous travaillez. On travaille. C'est important, là. Ouais, Vous absolument. n'êtes pas en stage, là. Stage, oui, mais, Oui, mais nous, supervisé, mais oui, c'est du Nous, un travail. stage, c'est quelqu'un qui fait du café puis qui n'est pas dans les jambes du monde, dans le reste de Mais, la... mais c'est un peu pas ça. c'est un hybride entre les deux, là, en fait. C'est qu'on travaille, là, on a un salaire. Là, mettons, les résidents au Québec, là, c'est entre 50 et 70 000, ouais, à peu près. Là, fait que, du début jusqu'à la fin. Là. Mais tu payes aussi des frais de scolarité puis tu es en stage. Fait que tu as un mélange des deux. Mais tu vois des patients, tu poses des diagnostics s'il y en a. Le plus fun, c'est d'enlever des diagnostics qui n'ont pas rapport. Là. Fait que tu fais ça, tu évalues le monde, tu es dans les équipes, tu fais vraiment partie de l'équipe soignante. Puis là, plus ça va aussi, plus tu as de l'autonomie. Là. Parce qu'à un moment donné, tu commences à comprendre des affaires. Là. Parce que résident de première année puis résident de quatrième année, j'imagine que tu as Il y a plus une- d'expérience en quatrième, Oui. tu es plus autonome, tu es Ouais. plus, T'as été comme- compétent. Je sais pas comment, excuse-moi du Oui, mot, ouais, mais- ouais, absolument. Absolument. Ouais, ouais. Puis, mais tu apprends tout le reste de ta vie après ça. Mais il y a une différence entre au début puis plus tu avances. Là. Fait que c'est à peu près ça. Puis là, vers la fin de la résidence, tu as un examen. Là, nous, c'est rendu en R4. Fait que moi, c'est cette année. Tu as ton examen canadien. Très fédéraliste, là, le Collège royal, l'examen Collège royal. Charles. Ouais. Merci, Charles. C'est tout Ouais. grâce à toi. Ouais. Merci, Chuck. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, c'est un examen théorique, un pratique. Puis là, tu fais ça. Il reste 1 an là, de la 5e année résidente. Puis là, année, tu deviens psychiatre. Puis là, les hôpitaux universitaires, ils demandent des fellowships maintenant. Ça, c'est des années de plus ailleurs, dans d'autres milieux, d'autres provinces, pays, compagnies. Fait que c'est ça. OK, comment vous vous sentez quand on lui dit vous êtes payé trop cher ou vous êtes payé cher? Fait que faites-en les 12 heures, puis c'est correct. C'est un gros salaire, ça vient avec, puis il n'y a pas de problème. Puis... Regarde, on fait notre possible, on fait ce qu'on a à faire, puis il y a une décision sociale de payer des médecins à la valeur qu'on pense qu'ils peuvent avoir, tu sais. Après ça, qu'est-ce que je peux dire de plus? Moi, on se trouve certainement privilégié d'avoir pu avoir des frais de scolarité bas, d'avoir pu faire nos études ici au Québec. Moi, mon père puis ma mère, là, mon père est né en 22, ma mère en 31, les deux sont décédés. Mon père, il n'a jamais gagné plus que 30 000 par année. Ma mère est infirmière auxiliaire, ça allait dans ces eaux-là aussi. Les deux avaient des familles de plus que 10 enfants. Ils n'ont pas eu d'éducation. Ils ont tout mis dans moi, tu sais, puis j'étais enfant unique. Fait que, tu sais, c'est quoi, puis Jean-Philippe Plot, là, que son livre était très bon, Rue du Plessis, là, le transfuge de classe, là, moi, je me considère comme un transfuge de classe. J'ai la chance d'avoir eu ce privilège-là au Québec, d'avoir pu faire encore des études, comme je disais, des études à moindre coût.
puis d'avoir une démocratisation de l'enseignement qui a pu faire en sorte que 2 parents qui viennent pas en tout du milieu bourgeois ou du milieu nanti, tu sais, que moi, je puisse atteindre ça, avoir des responsabilités professionnelles, avoir, je pense, un rôle auprès de patients qui en ont besoin. Si la société juge que je suis trop payé, OK, on s'assoit puis on discute. Mais par rapport à quoi? On s'inquiète plus de Cole Caulfield que de l'urgentologue qui fait des 12 heures puis qui est épuisé. C'est un choix de société, ça aussi. Là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de désinformation. La loi du marché n'atteint pas tout dans la vie. Puis est-ce qu'on peut revoir, comme on disait tantôt, les paramètres salariaux? Oui, c'est sûr qu'on serait ouvert à ça, mais de nous couper sauvagement par une loi spéciale, moi, je dis non. T'sais. Puis s'il y a des gens qui disent que je suis trop payé, qui sortent de leur Internet, puis qui sortent de leurs réseaux sociaux, puis qui viennent me le dire à l'hôpital, je vais être content de prendre un petit peu de temps pour leur parler. Puis je vais peut-être même les inviter à faire les journées que je fais. On va voir après ça s'ils trouvent que je suis démesurément payé puis que je ne mérite pas ce que je fais. Je sais pas. Moi, je n'ai pas encore atteint ce stade-là, salarial, malheureusement. Moi, je suis endettée. Ça s'en vient. Je dirais... moi, les médecins, c'est des gros salaires. Est-ce que c'est le bon salaire? Est-ce que c'est le juste? Moi, j'ai l'impression qu'il faut avoir une tierce personne qui se positionne là-dessus. Tous les médecins que je connais, ils accepteraient volontiers d'avoir une baisse de salaire si ça venait avec des avantages sociaux, ce que les médecins n'ont pas. Oui, on n'a pas de fonds de pension non plus. Il n'y a pas de fonds de pension. J'ai appris ça dernièrement, c'est fou. Ouais. Si tu es enceinte, là, tu prends ton congé, puis c'est comme un travailleur autonome. Là, dans on peut le le faire sens que... comment? 2, 3, là, pas trop. Là, ouais. Mais c'est ça. Fait que on est bien payé. Est-ce que c'est juste ou pas? J'ai l'impression qu'il faut qu'on se positionne quand même là-dessus. C'est complexe, en fait. Je trouve curieux. J'ai entendu plein de critiques du système de santé. Là. Des citoyens, juste des gens qui sont des patients. J'ai jamais entendu que ça irait tellement mieux si les médecins étaient moins payés. Mais c'est vraiment étrange comme solution. L'affaire, par contre, c'est qu'honnêtement, tous les médecins, je pense, là, aimeraient ça, seraient bien d'accord d'avoir une baisse de salaire, même significative, si ça venait avec ces avantages sociaux-là, qu'on a des heures fixes, qu'il y a des pauses, qu'on dîne. Puis des conditions de travail. Des hôpitaux moins vétustes, des unités moins 1932. C'est laid, un hôpital. Puis des infrastructures pour que les patients puissent entrer à l'hôpital, pas comme on rentre dans un garage désaffecté. Là, ça aussi, ça serait bien. Puis une organisation de soins différente. Ouais. Puis d'arrêter de tout le temps se battre pour vouloir aider des patients du monde, là, puis le système veut pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le système veut pas qu'on aide les gens, dans le fond. Que ce soit dans la lourdeur administrative, qu'on n'est pas capable d'avoir les infos sur quelqu'un, il habite où, qu'est-ce qui se passe, on n'est pas capable d'avoir ça. Comme je disais tantôt, la pression qu'on a à mettre les gens littéralement dehors, on n'a pas le temps de faire des rencontres assez avec d'autres professionnels pour avoir leur expertise avec le communautaire, faire des liens avec eux, parce qu'eux, ils supportent tout ça. Fait il y a comme un manque de coordination, de lien entre tout ce monde-là. Fait que c'est comme si, mettons, moi, quelqu'un qui arrive, qui est dans la rue, qui est psychotique, qui est agressif, tout ça, là, on l'a laissé... Le gestionnaire voulait qu'on le mette dehors. On a comme négocié qu'on le gardait par humanité dans nos lits, là, parce que c'est un peu la moindre des choses. Le lendemain matin, on est un peu pris avec le « faut qu'il s'en aille ». Comment c'est les gestionnaires? Est-ce que c'est des médecins ou c'est... On fonctionne en co-gestion avec les réformes antérieures, là. Donc, moi, comme chef de service, par exemple, j'ai une co-gestionnaire qui n'est pas médecin, qui est une professionnelle de la santé, mais qui a aussi une formation de gestion et qui gère les soins critiques psychiatriques. Donc, ça inclut les soins intensifs psychiatriques, l'unité interne de soins intensifs psychiatriques et l'urgence.
C'est pas curieux, quelqu'un qui est pas médecin, qui travaille, qui vous dit... Comment je me Non. sentirais... OK, c'est juste Moi, pas je trouve- je me verrais très mal vous dire quoi faire. Non, mais moi, je trouve que c'est très bien ça Ok. parce que faut travailler en interdisciplinarité. Puis moi, comme chef de service, je ne connais pas les rouages administratifs comme elle les connaît. Puis en plus, elle connaît la clinique aussi parce que c'est une travailleuse sociale. J'ai eu des ergothérapeutes comme co-chef, des infirmières aussi. Donc, tu sais, ça rend l'interdisciplinarité en haut, puis dans l'édifice de gestion, c'est essentiel. Mais ça. elle doit répondre quand même encore plus d'en haut à des critères quand même de roulement, de performance. Oui, dans le bien sens sûr. que elle est, Oui. puis pour revenir sur pourquoi on est comme bloqué dans nos soins, là, c'est qu'au fil des réformes, là, c'est comme si on fusionne tout puis on augmente le nombre d'échelons administratifs puis de couches avant qu'on se rende à quelqu'un en haut. Fait que c'est plus facile pour les gens de se déresponsabiliser dans cet amas de couches-là. Fait que s'il y a des intervenants terrain qui sont comme « Hey, nous, là, dans notre quartier, là, il y a tel problème, il nous faut plus de ressources de logement, il y a un vieux building, on peut-tu le prendre, rénover, faire de quoi avec ça? » Mais je veux dire, le nombre de couches à passer est tellement infernal, c'est tellement facile pour ces gens-là de dire non, de se déresponsabiliser, c'est pas à moi de prendre cette décision-là. Fait que c'est comme si on n'est pas capable de... tu sais, le terrain n'est pas capable d'avoir des initiatives adaptées, créatives, puis que ça ait lieu, là, puis qu'il y ait le hockey à quelque part. Fait, il y a une lourdeur dans le système. Puis c'est pesant, cette lourdeur-là, sur le monde aussi. Là. Est-ce que vous aimez encore pratiquer la médecine? Puis est-ce que la réponse a changé que depuis que vous avez commencé à pratiquer? Non. Pas en ce qui me concerne. Oui, j'aime toujours ça. Mais OK, la j'ai dit, réponse- OK. Je suis, wow, OK. Non, ma réponse n'a pas changé, puis j'aime toujours ça. Avec le temps, c'est sûr, Gabrielle n'est pas rendue là, puis j'espère qu'elle ne se rendra jamais, mais je pensais pas, moi, quand j'avais son âge, que j'allais devenir un petit peu plus fatigué puis un petit peu plus usé. Là, je peux dire que je le sens un peu, ça. Quelques journées par année, je rentre un petit peu de reculons, mais aussitôt que je rentre dans l'engrenage de l'hôpital, puis que, tu sais, ça bouge, moi, mes journées sont toujours imprévisibles, j'oublie ça, puis let's go, j'y vais, puis je ressens pas le poids, tu sais. Non, la flamme est toujours allumée, c'est clair. Mon ami urgentologue m'a dit, j'en parle beaucoup, là, il m'a dit un truc génial. Il m'a dit, moi, je peux me plaindre du système pendant 4 heures, mais je te jure que quand ma journée commence, je trippe. Oh oui, Mm-hmm. oh oui. Oui, c'est trippant ce qu'on fait, sérieux, oui, c'est le ben oui, fun, vraiment. c'est le fun. Il y a une raison pour les émissions les plus écoutées, ça se passe dans les hôpitaux. Mais il y a de Ben quoi ouais. d'excitant, il y a de quoi de. Il y a une fascination, puis Ben ouais. à la base, il y a quelque chose. là, Ouais. c'est vraiment Mais il y a beaucoup de beau là-dedans, là. Tu sais, même l'émission Empathie, là, j'ai le T-shirt, là, mais je veux plugger. ça. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'était représentatif quand même sur beaucoup d'aspects de ce qu'on voit, puis il y a du beau dans ce qu'on voit entre les usagers aussi, là. C'était M. Costco, M. Dallaire, là, qui ont comme créé un lien, là. Ça, c'est de toute beauté voir ça, mais on le voit aussi là, dans les unités, des fois. Il y a beaucoup de beau. Il y a beaucoup d'humanité dans le job. Fait que oui, c'est... Tu sais, quand tu sens que tu as fait une mini différence dans la vie de quelqu'un, dans une intervention qui est somme toute brève à l'urgence, des fois, c'est une rencontre, des fois, c'est 24, 48, 72 heures de séjour, puis que tu as changé un petit degré ou de quelques degrés son angle de vue, puis sa trajectoire, puis tu sais que ça se passe, là, tu le sens, là. Ça, c'est capoté. Moi, ça, tu sais, ça arrive pas à tous les patients, là. Mais quand ça arrive, là, je sors de l'hôpital, je retourne chez nous, puis je me dis, OK, c'est pour ça. C'est pour ça. Puis je recommence après le lendemain pour avoir encore cette dope-là. Parce que ça, c'est extraordinaire. Wow. J'ai des Patreons qui ont posé des questions. Et c'est des questions très pertinentes. J'ai été surpris. Désolé. Je vous ai sous-estimé, je l'avoue. Et je propose que je les lance puis que vous répondez. Parfait. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Une dame demande de démystifier l'électroconvulsivothérapie. En d'autres mots, l'électrochoc. C'est Ouais. souvent mal représenté à la télé et dans les films. Fait que ça, c'est une vraie affaire. C'est quoi ça?
Je te laisse répondre. Moi, c'est pas une technique que j'utilise. Ben, moi non plus, dans le sens que moi, j'en ai pas encore fait, là. Mais grossièrement, le but, c'est en fait de donner un courant électrique, si on veut, de provoquer une convulsion là, chez la personne. Dans un contexte, dans une salle de chirurgie, il y a un anesthésiste qui est là, quelqu'un qui a été déjà vu par quelqu'un de la médecine interne avant. Puis le principe, grosso modo, c'est d'avoir le plus petit courant électrique qui cause une convulsion. Puis il y a comme beaucoup d'hypothèses qui sont pas encore 100% claires exactement c'est quoi l'effet. Mais il y en a comme plusieurs, là, mais en tout cas, un des effets, ça pourrait un peu calmer les nerfs au cerveau. Là. Le cerveau là, qui est trop actif, là, ça pourrait un peu calmer ça. Ça pourrait peut-être aider à régénérer une certaine partie du cerveau. En tout cas, c'est pas trop clair exactement. Mais l'utilité de tout ça, c'est dans des cas, exemple, de dépression réfractaire sévère, ça répond pas à médication, la personne, elle mange pas, elle perd du poids, elle peut mourir de ça. Puis la question, c'est plus la représentation, là, mais c'est que maintenant, c'est des très contrôlés. Là. Je veux dire, les gens, ils sont paramétrés de partout, là, les signes vitaux, tout ça. C'est comme 2-3 fois par semaine. C'est pas les Srebie en 56. Non. Puis la différence, justement, avec ce film-là, d'ailleurs, c'est que dans ce film-là, c'était fait à tous les jours, à super haute intensité, mais elle avait aussi une lobotomie, là, un trou dans la tête. Là. Fait que les effets qu'on voyait dans ce film-là, c'était beaucoup en lien avec ça, là. Lobotomie, ce qui n'est pas pratiqué, là. Donc, on s'entend que ça avait comme pas de bon sens, là. Fait que les connaissances ont beaucoup évolué. Fait que maintenant, c'est sécuritaire, les gens s'en sortent avec ça, puis c'est assez magique. Oui, c'est un des traitements les plus efficaces en psychiatrie. Ouais, ça, les gens ne savent pas, là. Oui. Puis dans un milieu sécuritaire, comme Gabrielle décrit, avec cureur, il n'y a pas de douleur, et le patient est sous anesthésie. C'est plus j'ai de quoi dans la bouche. Non, c'est plus le médecin qui passe de lit en lit avec ses zappings. Là. Non, c'est plus comme ça, bien entendu. Fait que, puis c'est vraiment un des traitements les plus efficaces. Si un jour j'ai une dépression majeure, sévère, moi j'ai averti mes collègues, amenez-moi en salle d'op, là. Wow! Faites-moi les électrochocs. Wow! Certainement. J'aurais jamais. Wow! Certainement. C'est plus pertinent que moi. Autre question. Ça, c'est plus une question parce que les gens ont de l'empathie pour vous. C'est quoi vos trucs pour ne pas être noyé dans toute la détresse que vous côtoyez chaque jour? Puis comment vous gérez votre propre santé mentale? Hey, c'est gentil comme question. Il y a beaucoup de gens, quand je t'écris « Est-ce que vous allez bien? On vous aime. » Merci. Ils vont mal. Je les ai vus, ils vont mal. Mais c'est un grand défi, là, cet aspect-là. Là, moi, j'ai beaucoup moins d'expérience là, que mon collègue à côté, là, mais il y a un côté où il faut un peu compartimenter dans notre tête. Là. On vient de voir quelqu'un, il y a eu telle affaire. Des fois, on a besoin d'avoir 2-3 minutes, on marche dans le corridor, on se replace un peu l'esprit, puis après ça, on passe au suivant. Mais... Parce que votre patient mérite le 100% de votre attention. Oui, c'est dommage que absolument. J'attends des heures, puis là, mon psychiatre, il a de la Absolument. peine de son dernier patient. J'ai un peu d'empathie, mais j'ai aussi, j'ai le droit des soins. Absolument. Ce que ça peut faire, par contre, des fois, on ne vit pas tant l'émotion au fur et à mesure. T'sais, on le vit quand même dans la rencontre. Là, on est émotif, on vit quelque chose, mais c'est comme si on met une pause là-dessus. Fait que, des fois, à la fin de la journée, il faut comme un peu repenser à ça, on dirait le vivre un peu, puis ça serait ça, de faire autre chose. Mais, on est entraîné pour ça aussi, de voir des patients un après l'autre, de faire un reset de notre cerveau rapidement. Puis moi, je survis à l'urgence, je pense, parce que j'ai la mémoire d'un corridor. C'est-à-dire que quand je mets mes bottes puis mon manteau, puis je traverse le corridor jusqu'à la sortie de mon unité, j'oublie. J'ai cette faculté-là. J'ai jamais rien traîné à la maison. Puis j'ai pas travaillé pour ça. Là. Je suis de même. Puis je suis probablement à bonne place parce que si je traînais des affaires à la maison, je pourrais pas continuer à travailler. C'est pas possible. Les urgentos aussi, dans les urgences générales, c'est la même affaire. Fait que, puis tu sais, sport, moi je cours, je regarde le baseball. Je livre les Jays. Ouais, c'est une belle... M'ennuie des expos, c'est Blue Jays, c'est Toronto, mais bon, quand même, pas bouder mon plaisir. Mais tu sais, il faut que tu t'aères l'esprit, il faut que tu aies des chums, il faut que tu faut faire sortes autre un chose. peu. Puis, ouais, c'est ça.
Ça, c'est une drôle de question. Je sais pas si vous allez comprendre. Moi, j'ai pas compris. Fait que je pose, je dis des mots que je ne comprends pas. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a qu'un pédopsychiatre qui gradue par année? Si oui, comment serait-il possible d'augmenter le nombre qu'il y aurait tellement besoin dans cette... On a besoin de plus. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Ben, moi, j'ai pas les données devant moi, mais j'avais comme demandé pour ça. Là, ouais. C'est une bonne affaire. En gros, là, c'est le gouvernement qui décide, premièrement, il y a combien d'étudiants en médecine par année. Fait que ça, c'est pas les universités qui décident ça, c'est le gouvernement qui dit cette année, il y a tel nombre de médecins, puis la proportion médecine familiale, spécialité. Fait qu'il y a comme un contrôle à ce niveau-là. C'est un peu le même principe de ce qu'on m'a expliqué pour la pédopsychiatrie, qui est comme une surspécialité. Là. Fait qu'eux, ils font la psychiatrie, puis se surspécialisent pour les enfants. Ça serait autour de 2-3 par année, qu'on m'a dit, mais des fois, c'est moins... par université, là. Fait que... Oui, 2-3 par année par université. Par université. Donc, il y a 4 universités, donc ça fait quand même plus qu'un par année. Mais le problème aussi, c'est, même malgré les plans d'effectifs régionaux que le gouvernement a, c'est que, je pense, sans connaître la pédopsychiatrie sous le bout de mes doigts, mais il manque de pédopsychiatres en région. Là, il y a énormément de listes d'attente. Puis à Montréal, ben, il y en a plus pour le prorata de population, sauf qu'ils sont aussi débordés parce qu'il y a de plus en plus de demandes en pédopsychiatrie. Tu sais, le TDA, c'est un diagnostic qui a explosé aussi, le trouble du spectre de l'autisme. Bon, donc, il va falloir probablement se réajuster. Mais en région, vraiment, c'est pénible l'accès aux soins pédopsychiatriques, certainement. Ou psychiatrie en général. Là. Oui. Ouais. Ça, c'est une question qui est signée par une archiviste médicale. Ah ouais. Oh non. Pourquoi? Skip la question. Pourquoi? Ok, c'est très drôle, ça. Mais pourquoi? Quoi, j'écris mal. OK, voici ce que... C'est même positif. Comment vous déterminez un diagnostic précis? Car souvent, lors d'une hospitalisation, plusieurs diagnostics différents sont posés pour la même pathologie. Ouais. En plus, les diagnostics peuvent différer d'un psychiatre à l'autre. Mais moi, j'aimerais bien ça que dans un monde idéal, ça tout soit simple, puis que pour chaque patient, il n'y aurait qu'un diagnostic. OK? Ou pas. Ouais, ou pas de psychopathologie, congé, tape dans le dos, organise ta vie autrement. Donne-nous la peine, donne-nous la peine. Ben, oui, il ne faut pas trop pathologiser la souffrance existentielle non plus, sinon on n'en sortira pas puis on va donner des pilules à tout le monde. Mais, tu sais, moi, dans ma réalité, là, à l'urgence, par exemple, pour les troubles psychotiques, c'est rare que je diagnostique une schizophrénie sans trouble lié à l'utilisation d'une substance. Donc, ça en fait déjà 2 diagnostics. Quand c'est des troubles anxieux, quand tu en trouves un, tu en trouves d'autres aussi, troubles anxieux. Donc, c'est pour ça que l'archiviste allie trouble anxiété généralisée, trouble panique, plusieurs diagnostics. Trouble d'adaptation avec humeur dépressive, trouble de la personnalité. Donc, c'est sûr qu'on va être le plus en plus... on va être précis, on veut rendre compte de la réalité complète du patient. Puis les comorbidités, donc les plusieurs diagnostics, ça existe chez une grande proportion de patients. Puis j'ajouterais aussi quand même, tu sais, pour les gens qu'on veut suivre en externe, fait que c'est pas nécessairement juste un one-shot deal à l'urgence, là, même si quand même les mêmes reviennent des fois aussi, là, mais quelqu'un que tu sais que tu vas suivre en externe, tu vas voir en rendez-vous plusieurs fois. Tu sais, on se laisse le temps, là. On ne saute pas d'emblée sur un diagnostic. On essaie de comprendre ce qui se passe. On est un peu déjà orienté dans qu'est-ce qui se passe au début, mais on accepte qu'on est dans du gris puis qu'on va préciser ça, puis avec le temps. Puis la validité interjuge, c'est un terme de recherche, mais moi, je trouve qu'elle n'est pas si mal, la validité interjuge. C'est sûr que en psychiatrie... Mettons, 2 psychiatres vont voir une même situation, à quel point ils vont avoir le même diagnostic en tête, mettons. On n'a pas de marqueur biologique pour dire « Ah, ce patient-là, il y a une schizophrénie ou il y a une dépression majeure. » On n'a pas ça en psychiatrie. Puis il n'y a pas une seule cause pour les maladies mentales, c'est un ensemble de causes puis de vulnérabilité génétique. Puis en même temps, la pathophysiologie de la maladie mentale, c'est encore un champ qui est à découvrir, puis qui est à préciser. Fait que, tu sais, j'ai pas de radiographie, j'ai pas de marqueur, j'ai pas de résonance magnétique fonctionnelle qui va me dire « Ah, tiens, ça, c'est tel diagnostic. » Fait que ça force au dialogue diagnostique aussi entre les divers intervenants. C'est pour ça que je travaille en équipe à l'urgence. C'est pour ça qu'il y a des résidents qui me disent « Hey, t'as-tu pensé à ça? » Donc, pour qu'on travaille un diagnostic ensemble, puis qu'on en vienne à un consensus diagnostique, tu sais, avec plusieurs têtes. Puis c'est la médecine de demain, ça aussi. C'est la psychiatrie de demain, puis d'aujourd'hui, en fait.
Tu sais, le psychiatre dans son bureau avec sa barbe, pas de moustache, avec sa pipe, là, qui dit « Vous avez telle affaire, ça existe plus. » Puis avec la. Ouais, c'est ça. C'est dommage, parce que c'est si simple. Ça Ben oui, serait beau, C'est là, tellement quand rassurant. même. Je veux dire, il y a- Freud est là pour nous le dire. Ah oui, donc, tranquille. c'est c'est réglé. Mais puis, tu sais, avec la personne aussi, maintenant, les gens arrivent avec leur diagnostic, là, aussi, là, tu sais, avec... Oui. Ouais. Oui, ça. Oui. Ça. Fait que, tu OK, sais, mais ça, on va en reparler ça maintenant. Oui. Ouais, ben non, mais dans le sens que les gens, ChatGPT, ça va écrire triste, fâché, content, tu sais. Mon ami Ouais. m'a dit ça, qui travaille. Elle dit ChatGPT, c'est un fiasco. Parce que, vous savez ce qu'elle m'a dit, c'est que les gens arrivent, ils ont tapé dans ChatGPT. Puis ils Ouais. arrivent avec plein d'informations qu'ils répètent sur ChatGPT. Mon ami, elle se dit j'ai quelqu'un qui connaît ça. Quand elle répond, la personne, elle n'a pas l'information. Fait que là, il y a un dialogue, elle sait plus ce qui se passe, puis un court-circuit, puis tout va mal. C'est Ouais. sûr qu'il y a un paradigme qui a changé. Là, souvent. Avant, on allait voir le médecin en disant « Je remets tout dans vos mains, dites-moi ce que j'ai ». Maintenant, il y a plusieurs personnes qui se sont informées de toutes les sources possibles sur le web, puis chat, puis là, ils arrivent avec « J'ai mon diagnostic, maintenant, donnez-moi le traitement ». Tu sais. Ouais, Fait que c'est un peu, ça, c'est un peu difficile. Pour un vieux comme moi, ça, c'est difficile. Je suis pas sûr que je vais m'habituer à ça. Si ça s'amplifie, ça, je vais être content de prendre ma retraite. Mais là, je fais pas de concertation avec un autre médecin pour prendre ma retraite en même temps pour être pénalisé par la loi 2. Mais elle va faire, tu sais, Gabrielle, elle va vivre avec ça de plus en plus. Puis je sais pas comment ils vont négocier, mais c'est un sujet Ouais. dont on parle souvent. Là, Mais ça. le côté peut-être un peu positif, là, c'est quand même Vas-y, ça rassure-moi. non, mais tu sais, ça déstigmatise un peu, là, dans le sens que les gens, ils développent une curiosité sur comment ils se sentent. Ouais. Non, mais c'est pas négligeable. Est-ce que c'est la Non. bonne affaire tout le temps? Je penserais pas. Ouais. Puis Mais- c'est aussi la course à qui suis-je dans Oui, un c'est ça. diagnostic. Ça m'agace beaucoup. Ouais. Moi, Ouais. le diagnostic, moi, je suis pas gothique, moi, je suis TDAH. C'est C'est ça. ça. C'est comme il y a Ouais. comme une fonction identitaire à ça. Ouais. Puis moi, je me suis toujours dit, grâce à une de mes anciennes professeurs et superviseurs, pour ne pas la nommer, Dr Bertelli, qui se levait le matin à Prévost, qui travaillait à Prévost encore, qui disait « Moi, je dépsychiatrise. » tu sais. Puis moi, j'ai ça en moi. Là. Je me lève le matin pour essayer de voir si, au contraire, il n'y a pas de maladie, puis on peut faire autre chose. Là. Le diagnostic comme étiquette identitaire, j'ai beaucoup discuté avec ça. Pour Ouais, souvent, d'accord. parce que en ce moment, si on se fait à TikTok, puis on se fait à la population, si on jase entre nous, il y a plein d'autistes, il y a plein d'autistes, puis il y a plein de TDAH. Ouais. Est-ce qu'il y a réellement plus d'autistes, plus de TDAH? Est-ce qu'il y a plus de diagnostics? Qu'est-ce qui se passe avec ça, selon vous? Parce que tout le monde donne son opinion sur les autistes puis les TDAH. Moi, le premier. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question complexe. Moi, je pense qu'il y a plus d'éveil diagnostique, ce qu'il n'y avait pas dans le passé. Donc, bien sûr, quand on cherche plus, on trouve plus. Mais je trouve qu'il y a un élargissement des critères, surtout sur ce qui est véhiculé, que sont les critères. Et il y a beaucoup de gens qui vont s'identifier à ça et qui vont dire je suis sensible à la lumière, ça y est, je suis autiste, je vais avoir un médecin pour me le faire confirmer. Donc, ça je pense qu'il y a beaucoup de faux positifs à cause de ça. Puis l'autre affaire, moi, qui me fatigue beaucoup, c'est qu'on n'a pas les moyens de bien diagnostiquer. Mhm. Moi, si je veux faire un diagnostic à l'urgence d'autisme, je ne suis pas capable parce que ça va trop vite. Donc, je voudrais référer à une clinique spécialisée dans le système public ou à mes collègues qui en font dans le système public et qui font passer les vraies batteries de tests pour être capable d'avoir un bon diagnostic. Je ne suis pas capable Ouais. parce qu'il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de ces ressources-là. Neuropsychologue, même chose pour le TDA. Tu sais, Ouais, ça revient un absolument. peu à ce que Oh, tu ouais, disais absolument. tantôt. Ouais. On n'est pas capable de bien soigner parce que Mhm. on manque d'outils Mhm. 2025 pour être capable de faire les Mhm. diagnostics et être capable d'aller plus loin. Puis des fois, ça prend un diagnostic pour avoir accès à des services aussi. Voilà. Wow. Fait que des Mais ça fois, on aussi. pense pas nécessairement qu'il y a le diagnostic, mais il y a quand même des difficultés. Ouais. Ouais, Fait c'est que quand ça, même... c'est pas une position problématique. qui est confortable là, actuellement, mais tout ça part d'une souffrance aussi. Hein. C'est des gens qui se reconnaissent dans une agrégation de symptômes, puis Oui. qui viennent voir quelqu'un pour dire « Voici, je pense que j'ai ça. Peux-tu faire quelque chose? Est-ce que je peux avoir des services? » Je me ramène à ça, moi. Ça part d'une souffrance. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette souffrance-là?
peut-être qu'on va décevoir le patient devant nous parce qu'on va dire ta souffrance est là, mais je ne suis pas sûr que c'est ce que tu penses que c'est. Mais ça, il faut continuer à avoir ce dialogue-là, diagnostic. Il faut continuer à exercer notre expertise. Si quelqu'un nous impose voici, j'ai ça, puis qu'il nous fout une plainte parce qu'il n'est pas content qu'on lui dise qu'il n'est pas autiste, ça. Ça m'intéresse. C'est quoi ça? Ça arrive. Là. C'est quoi ça? Moi, ça, j'ai pas encore vécu ça. Mais... Ça arrive. Là, j'ai des collègues qui font plus de cliniques de CLSC que moi, parce qu'à Notre-Dame aussi, on va au CLSC. On n'est pas comme les autres psychiatres qui restent juste à l'hôpital. On va dans la communauté. Mais il y a beaucoup de ça. Là. Puis on a une crainte à décevoir le patient qui arrive avec tout ce qu'il a puis tout ce qu'il veut nous dire. Puis on dit, mais non, c'est pas ça. C'est autre chose, il faut regarder autre chose. Moi, je ne veux pas passer mon temps à répondre à des plaintes. Puis actuellement, le système de plainte est normal. Là. Il faut qu'il y ait un équilibre là-dedans. Puis c'est pas moi qui va dire abolissons ça. Pas du tout. Mais je pense que, je n'ai pas les statistiques, là, mais je serais curieux de les voir. Je pense qu'il y a une augmentation de plaintes pour ça. Je n'ai pas été entendu dans ce que j'ai dit. Le médecin, TikTok m'a dit, puis le médecin m'a dit autre chose. Le médecin ne m'a pas donné le diagnostic que moi, je crois avoir, que je pense avoir. Voici pourquoi je pense avoir ça. Tu sais, donc, on est un peu frileux là, à contredire. Puis ça, c'est un changement de paradigme total. Ouais, puis une loi à débit comme la loi 2 aussi, c'est sûr que ça va décupler ça. Là. Je pense que oui, parce qu'on va aller vite, puis on va dire peut-être qu'il va y avoir plus de diagnostics dits de complaisance pour pas trop perdre de temps. Bref. Peut-être que vous avez déjà répondu auparavant, mais c'est une question qui a été posée. Comment éviter que les personnes présentant des troubles importants se rendent à l'urgence, soient renvoyées chez elles ou découragées par le temps d'attente au point de repartir? C'est tellement une grosse question. Il y a tellement d'étapes avant de se rendre au psychiatre. Mm-hmm. La personne, commencer avec ça, là. La personne, des fois, quand même souvent, à chaque jour, il y en a plein qui arrivent par les policiers, ça leur tentait pas, quelqu'un a appelé, ils arrivent contre leur gré à l'hôpital, fait qu'il y a déjà ça, il y a cette situation-là, cette détresse-là. Ils arrivent au triage, ils ont un débit énorme, fait que c'est très rapide, ils n'ont pas le temps nécessairement d'écouter tant que ça. Ils attendent, ils voient après ça l'urgentologue, ils attendent, après ça, ils voient le psychiatre. Fait que là, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes, puis souvent, on repose les mêmes questions à toutes ces étapes-là. Y aurait-il moyen que les informations de l'étape 1, on les aille à l'étape 2, que ça se communique plus entre nous? Y aurait-il moyen qu'on voit plus vite la psy quand c'est ça, mais en même temps, au risque de ne pas adresser des enjeux physiques qu'ils peuvent avoir aussi? Je sais pas. Il y a beaucoup d'enjeux de coordination. Oui, c'est tout à fait... ça a du sens ce que tu dis, puis il faut fluidifier tout ça. On ne part pas quand même de zéro. Dans une urgence comme la nôtre à Notre-Dame, on a des liens avec les urgentos comme ça. On s'entend très bien. On répond le plus vite possible à leurs demandes. Puis ils font une grosse job aussi, eux, de voir des patients puis de ne pas nous les consulter nécessairement, puis de les envoyer à la bonne place, puis de poser le geste thérapeutique adéquat. Donc, ils n'ont pas besoin de se rendre à la psychiatrie. Ça, cette interface-là est super importante, mais il y a aussi toute la prévention, tout ce qui est du ressort de la première ligne. Tout ça, la première ligne. Vous parlez de première, deuxième, troisième ligne. À quoi vous faites référence? CLSC, oui, okay. Médecin généraliste. Mais là, comme tu disais tantôt, tout le monde n'a pas un médecin généraliste, mais un accès là, à un éventail de portes d'entrée qui ne sont pas l'urgence. Ou qui n'est pas médical non plus. Là. Un travailleur social, un psychologue, un ergothérapeute, une physiothérapeute. Dans le public, là, il en manque. Là. On n'en a pas. Là. C'est ça commence dans les écoles. La première ligne, ça commence après ça. Ça continue dans les CLSC. Ça continue avec des services qui sont plus adaptés aux jeunes, comme Air Ouverte, par exemple, qui est au CLSC des Faubourgs dans notre secteur, qui va accueillir du 15-25, sans que ces jeunes-là, ils se fassent chier à l'urgence. Je te coupe. Moi, à l'école de l'humour, j'avais 19 ans, j'avais des pensées suicidaires. Je suis allé au Faubourg, ça m'a aidé. Je suis pas allé à l'hôpital et je suis en vie, là, je suis encore ici. J'ai une travailleuse sociale qui m'a parlé, ça m'a rassuré, ça m'a beaucoup aidé. Ça fonctionne, ces soins-là. Les centres de crise, tout ce qui est dans la communauté est important à valoriser. Les organismes communautaires, dans le sens que ces gens-là, ils se forcent à s'adapter
aux usagers. L'hôpital a tendance à demander aux usagers de s'adapter à lui. Là. Fait que il y aurait moyen qu'on s'inspire aussi plus de ces plus petits endroits-là pour que ça soit un peu plus chaleureux aussi. Là. Dans l'approche, on aurait à apprendre, je pense, Exact. CLSC. La prochaine question, si vous n'êtes pas confortable de répondre, ne répondez pas. Est-ce que vous considérez que les médecins généralistes prescrivent trop d'antidépresseurs? On prescrit en général trop d'antidépresseurs. C'est pas la faute, si on peut parler d'une faute, incombe pas aux médecins généralistes. On essaie tous de faire un bon travail dans le moins de temps possible. Et quand la détresse est tellement grande qu'on n'a pas de psychologue à qui référer, qu'on n'a pas de travailleur social pour faire du suivi psychosocial, mais on va souvent se rabattre sur la prescription d'antidépresseurs, comme on se rabattrait, par exemple, sur un patient qui viendrait avec un virus, puis qui coule du nez, puis tout, puis qui veut vraiment de l'aide, puis on dit « Ah, il va y en donner un antibiotique. » L'exemple est boiteux, mais pas tant que ça. Donc, moi, je ne mets pas la faute sur les omnipraticiens. Je mets la faute globalement sur notre système qui va trop vite, qui saute trop vite sur la pilule, parce que souvent, il n'y a pas assez d'alternatives possibles à ça. Donc, il y a des faux positifs en dépression majeure qui ne sont pas en dépression majeure, mais qui ont des antidépresseurs, puis qui se font prescrire des effets secondaires, puis qu'après ça, qui s'accoutument à un antidépresseur, pas comme on s'accoutume à une drogue, mais qui ont besoin psychologiquement d'antidépresseurs pour survivre. Là, je caricature, mais à peine. Ouais, c'est qu'on n'a pas on ne peut pas accès à tout ce qui n'est pas des pilules, en fait. C'est un peu ça l'enjeu. Là. Puis ça marche. À court terme, ça marche, une pilule. Tu sens vraiment mieux. Ça sert à ça, les drogues. Là, ça sert à sentir mieux. Ben oui. Ouais. Sinon, la dernière question, c'est une question que je pense qui intéressait beaucoup de gens. Est-ce que selon vous, dans les séries québécoises, la représentation des médecins psychiatres, ça reflète bien la réalité de votre travail? Et toujours, selon vous, quelle série le représente le mieux et laquelle représente moins bien votre travail? Ben, T'as-tu le temps d'écouter la TV, toi? Non, mais c'est juste écouter Empathie. En fait, je connais juste Empathie, pour être bien honnête, là, mais... Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. OK, c'est bon. Ben, Empathie, oui. Là, ben là, c'est une pratique de psychiatrie légale. Là. Eux, c'est très, calqué, ressemblant à Pinel. Là. Mais oui, globalement, ça ressemble, je trouve, là, autant dans les interactions, dans les équipes, les enjeux que ça peut avoir, le fait que le médecin, c'est un humain. Il est aussi poqué, là, le médecin. Là. On est aussi des êtres humains poqués à certains égards. On n'est pas différent des autres personnes. Puis je trouve que ça humanisait beaucoup cet aspect-là. Puis je trouvais ça beau de voir ça. Fait que moi, Empathie, ça serait le plus semblable là, dans mon répertoire. Je suis d'accord. C'est un coup de circuit. Empathie, je l'ai écouté au complet. Ça m'a ému. J'étais content de voir qu'il y a d'autres choses que, mettons, il y avait une vieille émission... de Fabienne Cloutier avec... ça se passait dans un hôpital. Je me suis dit, Trauma. Ouais. Bon, puis il y avait Gilbert Scott, que j'adore comme comédien, mais qui jouait le psychiatre en sarrau, que je trouvais qui me ressemblait pas pantoute. C'est un psychiatre d'urgence, là, ou de consultation liaison. Je sais pas trop, écoute, non, ça, j'étais pas content. Mais je l'ai écouté 2-3 fois. Peut-être que ça s'est amélioré. C'est fini. Sinon... c'est fini, c'est oui. Oui, je sais que c'est fini, mais écouter 2-3 émissions... moi, je suis souvent déçu. Cérébrum, c'était pas pire aussi. Je trouvais... c'est plus romancé, puis c'est plus... mais je trouvais qu'il y avait une sensibilité là-dedans qui ressemblait à ce qu'on peut faire. Mais Empathie, c'est ça, c'est le coup de circuit. Là. C'est clair. Puis la place de l'humour, j'ai trouvé dans Empathie. Je veux dire, on rit beaucoup là, à notre travail, puis on rit avec les gens, là. On rit pas du monde. Là. Mais tu sais, il y a des trucs cocasses quand même qui peuvent se passer, là, mais dans le sens que... il y a des trucs cocasses. C'est clair. Mais on rit beaucoup. Je trouvais que cette place-là, on la voyait bien, vraiment, dans cette série-là. C'était fait avec une précision assez hallucinante, là. Fait que, ouais. Mais merci, Florence. Oui, vraiment, vraiment. Merci infiniment. Y a-t-il d'autres choses que vous voulez couvrir, dont vous n'avez pas parlé? Vous avez l'occasion. Si vous voulez dire quoi que ce soit, moi, j'ai peut-être juste des petits ajouts. Ah, let's go! On t'écoute! Je retourne dans la loi 2. Ah, tu retournes dans la loi 2? Oui, il y a des... Non, mais il y a une couple mettons en rafale, là. Okay? On a du temps. OK, bon. Je suis pas juriste, je parle à mon nom en passant, pas au nom de n'importe quelle fédération. Les coupes salariales, c'est autour de 50 %. C'est pas vrai que c'est 15 %. Après ça...
Ça va aider l'accès, absolument pas, ça va le nuire. Important, c'est que ça touche d'autres professionnels de la santé. Dans cette loi-là, c'est écrit partout qu'ils peuvent gérer l'horaire ou la façon de prendre en charge de d'autres professionnels de la santé. Fait que juste comprendre que ça touche tout le monde. C'est une extrêmement sexiste comme loi, là, parce qu'on a un aspect... En fait, il y a bien des affaires, mais notamment, on n'a pas le droit de ralentir. Fait que ça implique que quelqu'un qui est enceinte à la couche, ben là, ça marche pas. Là. Tu peux avoir jusqu'à 20 000 $ par jour de pénalité. Oh. Tu veux... Ce qui me semble aberrant. Moi, j'aimerais ça que ça arrive pour que cette médecin-là lève la main et dise « Hey, Legault, tu me coupes vraiment parce que je suis enceinte. » Moi, j'aimerais ça que ça arrive pas. Ben non, mais sérieux, rendu là, Non, sous je comprends. baillon, là, tu te dis, hey, Mais ça j'aimerais se défend quasiment pas, ça, non, aller dans c'est le vrai. public pour dire, hey, il m'a crissé une amende de 20 000 c'est vrai. piastres par jour. Ah. Parce que j'ai pas parlé au gars de l'Abitibi, mais on a décidé de ralentir en même temps. Ouais, Tu sais, ouais, ouais. C'est ridicule. Fait que, tu sais, Je me tais. non, non, mais- Non, il y a une rage puis une frustration Vraiment. que, pour en parler à d'autres médecins, Ouais. elle est là, cette rage, Ouais. elle est là, cette frustration-là, puis elle doit l'exprimer. Absolument. Puis sexiste pour les patients aussi. Là, tu sais, nous, là, si on a 10 minutes, là, on n'aura pas le temps de nécessairement, en bon français, bien spotter ou bien cerner les gens qui ont de la violence conjugale, qui subissent ça. On n'a pas le temps de l'adresser, de le voir, d'établir un lien de confiance. Là, tu sais, les gens sont poqués. Là. Le monde a vécu des affaires. Quand ils sont devant nous, là, ils sont stressés, ils sont sur leur garde avec raison. Ils ont été déçus souvent, traumatisés souvent. Fait Ils vous aiment pas. Ben non, c'est effrayant, là, voir un psychiatre, là, on s'entend, là, fait que de bâtir... Je suis pas fou. Pourquoi je vois un psychiatre? Non, mais ça doit être une réaction tout à fait normale. Absolument. puis Oh, Je pense ouais. que c'est noble, mais bien sûr, je suis Absolument. correct. Pourquoi tu me parles? Puis voyons donc. Absolument, absolument. Fait que, oui, absolument. Fait que, donc, fait que, il y a cet aspect-là qui est très important quand même à nommer, là. C'est pas mal ça, je voulais rajouter. T'as bien fait ça. C'est ça. Moi, il faut que je rapport. pose la question. Ouais. Pensez quoi de vos collègues qui menacent ou qui font carrément quitter aller pratiquer dans une autre province? Hey, moi, je trouve ça triste, là. Moi, j'ai pas. Je comprends. Mhm. Je comprends. Je ne juge pas. C'est effectivement triste qu'on en soit arrivé là. Ces chiffres-là aussi, là, je voyais que ça augmentait. Mais moi, personnellement, quitter un bateau, comme ta question de tantôt, est-ce que vous aimez le système de santé puis est-ce que vous y tenez? Oui. Donc, je crois encore qu'on peut changer les mains sur le gouvernail puis qu'on va être capable sans quitter. Ben, là, je parle pour vous. Puis si je me trompe. Mais ce que j'ai compris des médecins, c'est que vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures dans un hôpital. Fait que je peux comprendre un professionnel de la santé qui fait « Hey, Oui. tant qu'être dans un hôpital, moi, être dans une autre province, c'est le même hôpital, c'est les mêmes murs, c'est les mêmes corridors, je veux juste être plus respecté. » Puis Ouais. Mais au-delà de ça, Fait que c'est là, c'est ouais. très, très, très particulier de Ouais. s'attaquer à vous de cette manière-là parce Ouais. que je comprends un médecin qui fait « Ah, je vais m'en aller, je vais le faire au Nouveau-Brunswick, je vais le faire en Ontario. Oui. » Tu sais, C'est ma femme qui va voir la différence, pas moi. Ouais, ouais. Tu sais, la chicane, là, ils ont du ressentiment dans le sang, là, OK? Et moi, j'ai le Québec dans le sang, là, puis toi aussi, d'ailleurs. C'est les combats là. fringants, Oui, toi, c'est ça. chacun. Je suis rendue là dans ma journée. Fait que j'ai le Québec dans le sang, là. Fait que je suis attachée au Québec. Mais c'est sûr que si cette loi-là reste, moi, il faut que je commence à regarder ailleurs parce que ça me tente d'avoir une famille dans la vie. Là. Bien sûr. J'ai le goût d'avoir des enfants. Puis c'est pour pas la perdre que je vais me battre contre cette loi-là, parce que ça n'a pas de bon sens. Perdre Gabriel et autres résidents-résidentes comme ils sont aujourd'hui, comme ils sont enthousiastes, non, tu peux Oui, pas. c'est un argument que j'ai entendu qui m'a fait mal en disant « Ah, mais vous, les médecins, tu sais, vous utilisez la population comme otage et vous nous abandonnez. » Ben, c'est pas une Ouais. question d'abandon, c'est aussi une question de rejet, c'est aussi une Puis, question de... Il y a un angle, là, ça, c'est Ouais. plus tu sais, là, mon père, là, il travaille dans les finances, c'est bien loin de la santé, mais son approche avec le monde avec qui il travaille, c'est j'ai des chiffres à atteindre, mais je m'en fous. D'emblée, je m'en fous. Moi, je veux que mon monde soit bien. Je veux que le monde soit heureux au travail. Je veux qu'ils sentent qu'ils accomplissent de quoi, qu'il y ait des bons liens entre eux. Les chiffres, là, m'ont dépassé, ils sont heureux, là. Des gens heureux à job, là, ils vont arriver là, ils vont être contents, ils vont rester plus tard, les soins vont être de plus grande qualité, tu as plus d'énergie pour prendre soin du monde, tu as plus d'idées. Fait que je trouve qu'on prend ça un peu à l'inverse. On parle du temps supplémentaire pour les infirmières. Là, on peut aller à bien du monde. Là, Fait que Moi, on m'a dit qu'il me manquait d'infirmières. oui. Mon ami urgentologue m'a dit « Donnez-moi les Il infirmières, manque de s'il vous monde. plaît. » Puis Absolument. arrêtez d'abuser des infirmières parce qu'ils Absolument. partent, puis je peux pas leur dire de Ben pas oui. partir. Ben je ouais. vois leurs conditions de travail, puis je Absolument. les aime, alors je veux qu'ils soient Exact. heureuses. là. Ouais, Ben oui. absolument. C'est un autre aspect hyper important.
Ouais. Puis on n'a pas parlé de l'IPAM non plus. Ah vas-y. oui, ça, c'est pertinent. Oui, oui. L'IPAM, c'est l'Institut de pertinence des actes médicaux. Ça a été mis en place. C'est des gros termes, man. Ouais. Ouais. Ça a été mis en place justement en concertation avec les médecins spécialistes, entre autres, pour réfléchir le système puis voir si on ne pouvait pas épargner de l'argent aussi. Puis on a financé à même nos salaires cet institut-là. C'est comme un organisme indépendant du Ouais. gouvernement, indépendant des médecins, mais qui a été parti avec justement l'initiative des médecins. Puis le but étant on regarde c'est quoi les dépenses des médecins, qu'est-ce qui a pas rapport, qu'est-ce qu'il faut qu'on coupe, qu'est-ce qu'il faut qu'on réorganise. Ouais. Fait que quand on dit, premièrement, quand on dit les médecins protègent leur corporatisme salarial puis ils veulent rien savoir des coupures, c'est pas exactement vrai. Qu'ils veulent rien savoir non plus de l'amélioration des soins puis de l'accès, c'est pas nécessairement vrai. L'IPAM en est un exemple. Moi, je me suis battu pendant plusieurs années pour qu'une urgence psychiatrique de haut débit comprenne aussi une unité d'intervention brève. J'ai écœuré du monde avec ça à Maisonneuve-Rosemont pendant des années. Et finalement, l'IPAM nous a accordé les budgets pour faire ça à Notre-Dame il y a 2 ans. Pour en plus avoir une équipe de crise à l'urgence qu'on appelle ABC partout dans la province, des UIB, des unités d'intervention brève partout dans la province aussi, et l'hospitalisation à domicile en psychiatrie. Des innovations extraordinaires qui vont aider tout le monde, autant les praticiens, autant les professionnels que les patients. Sortir un patient d'hôpital plus vite, mais installer un système d'hospitalisation à domicile, brillant. hein? Ouais. Et là, l'IPAM a été aboli par la loi 2. Puis c'était 500 millions à peu près par année là, d'économies, en fait, là, dans les salaires des médecins, qui étaient à l'initiative notamment des médecins. Là. Puis cet argent-là, elle a été réinvesti un peu au compte-gouttes dans certaines initiatives. Ça en est des bons exemples. Ouais. Mais la totalité de cet argent-là d'économiser qui était censé retourner dans le système public, on ne sait pas trop où. Alors, c'est ça l'incertitude. En abolissant l'IPAM, le ministre n'a pas fourni des réponses claires où allait aller l'argent qui découle de cette initiative-là. Fait que ça, c'est une autre affaire qui, moi, me bug sérieusement dans la loi 2. Et là, on ne parle pas de mon salaire, on parle d'accessibilité, puis on parle en fait de soins de pointe. Wow. Ouais. Mais vive la psychiatrie. Mais pour vrai, vous avez été extraordinaire. Merci d'avoir pris le temps. Je vous souhaite que ça se règle, parce que plus vite ça se règle, plus vite vous soignez des patients. Et aussi, votre travail est tellement difficile, plus l'administration va bien, plus vos conditions, vous les aimez, plus vous pouvez vous concentrer sur la population, sur nous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Hein. Puis merci du courage. C'est vraiment, je comprends que je l'ai lu la loi vite. Enfin, je l'ai lu, mais je ne l'ai pas compris. Mais j'ai compris qu'il y a des conséquences si vous vous exprimez en public, puis il y a des gens du gouvernement qui considèrent que vous mentez ou que vous faites de la propagande. Alors, merci de prendre ce risque-là. Puis, ce risque-là, vous le faites pour les patients. Vous n'êtes pas juste pour vos acquis. Là, ça va bien. N'importe quand. Oui, puis on a encore le droit de s'exprimer comme citoyen. Merci! Cette loi-là, bon. Oui, parce que aussi, il y a de quoi qui divise, comme t'es médecin. Oui, mais t'es médecin, mais t'es citoyen, puis tu vois. Absolument. Ouais. Voilà. Fait que merci Absolument. infiniment. Mais merci. Merci à d'avoir toi. reçu. Le prince.